Mercredi 11 septembre, c'est toujours avec un réel plaisir que nous vous retrouvons sur les antennes de Spectrum Télévision. Comme chaque mercredi soir, au menu de la nuit du sport, on parlera de foot féminin avec les huitièmes de finale de la Coupe du monde de football féminin de moins de 20 ans, Colombie 2024. Tout à l'heure, à 22h30, heure du Cameroun, les Lions indomptables U20 seront opposés au Brésil. Parcours des deux équipes dans ce mondial et enjeu de ce second tour dans la pause actu de ce magazine dans un court instant. Et puis en seconde partie de cette émission consacrée au débat, on va s'intéresser évidemment aux Lions indomptables au lendemain du match nul 0-0 enregistré en Ouganda face au Zimbabwe dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Un résultat nul après la victoire 1-0 à Garoua face à la Namibie samedi dernier lors de la première journée. Le nul d'hier à Kampala serait-il la conséquence de l'impréparation ou du conflit qui oppose le ministère des Sports à la Fédération camerounaise de football depuis plusieurs mois déjà? En conférence de presse d'après-match, le sélectionneur Marc Brice a déclaré que l'équipe ne s'est pas entraînée avant le match contre le Zimbabwe. Alors à qui la faute? On se posera la question tout à l'heure. Et avant peut-être de vous présenter le panel ce soir, on va rappeler pour information que la Fédération camerounaise de football tout à l'heure a donc démenti la tenue d'une session de son comité d'urgence aujourd'hui pour suspendre pour 3 mois le sélectionneur Marc Brice, contrairement à ce qui est contenu dans un document non signé et attribué au secrétaire général de la FECAFOOT, document largement relayé sur les réseaux sociaux. Il s'agit donc d'un fake si l'on s'en tient au démenti rendu public par la Fédération camerounaise de football. Colbert Yompan, journaliste sportif, il est avec nous ce soir. Colbert, bonsoir, heureuse de vous retrouver. Bonsoir Lydie, ça faisait très longtemps. Très longtemps. Je reviens à la maison. J'espère que je ne mettrai plus très longtemps avant de On l'espère. On l'espère bien. D'entrée de propos que j'ai une pensée pour Didier Roustan, une icône du journalisme qui nous a quittés. Quand je parle de Didier, j'ai le souvenir de la Coupe du Monde en 2006 en Allemagne lors des quarts de finale France-Brésil. J'étais alors accrédité et lorsque j'arrive à la tribune de presse avec un petit retard, Didier Roustan est assis avec Pascal Pro et Jean Sacomano. Lorsque je regarde mon média ticket, je me rends compte que Didier Roustan était assis à ma place et je lui demande de se lever. Il le refuse et de façon méprisante et arrogante. Le ton se lève entre nous. Jean Sacomano et Pascal Pro essayent de nous calmer. Oui. Mais j'insiste qu'il devrait libérer ma place. Le média officiel se rend compte qu'il y a une dispute, se rapproche de nous, prend nos 2 tickets et constate bien que le siège me revenait et lui demande de se lever. Et Jean Sacomano intervient et me dit d'être compréhensif, que pour leur boulot, il est important que les 3 soient assis ensemble et me demande de m'asseoir à l'endroit qui était destiné à Didier Roustan, environ 10 mètres à côté, pour tout le respect que j'avais pour le monument. Et Jean Sacomano, avec sa voix inégalée, j'ai donc accepté d'aller m'asseoir à côté. Et à la mi-temps, à ma grande surprise, Didier est venu vers moi et m'a invité aux côtés de Pascal Pro et Jean Sacomano à aller à la salle des médias et prendre un pot. Et depuis lors, on n'est pas resté des grands amis, mais on a gardé de très très bons contacts. Donc, une pensée pour ce grand homme. Merci pour cet hommage en direct. Colbert Yompan également en plateau ce soir. Nous recevons Ghislain Ewanjo Djaba, il est enseignant d'EPS. Il a plusieurs casquettes, cadre à la délégation d'arrondissement des sports pour Douala 2e, également entraîneur de foot. Ghislain, bonsoir, bienvenue dans la nuit du sport. Bonsoir Makeda, bonsoir à tout le panel. Cher Iné, bonsoir encore. Permettez-moi de
Aussi? Oui. Voilà. Permettez-moi de passer. Oui, rapidement alors. Rapidement, bonsoir à ma tante d'épouse qui est souffrante actuellement. À tous mes élèves et surtout au proviseur du lycée technique de Nilon, Douala. Bonne rentrée scolaire à tous nous apprenants de ce groupe-là. Ouais, c'est vrai que c'est la semaine de la rentrée. Hein. Bon, c'est bien de penser à ces élèves. Martin Bilet-Tanga, entraîneur de football, est avec nous ce soir. Coach, bonsoir. Bonsoir Lizzie, bonsoir aux co-panélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs de Spectrum Télévision. Et dans un court instant, Serge Zambo qui nous a rejoint en plateau va forcément saluer aussi tous ceux qui nous regardent ce soir. Le temps pour lui d'être prêt. On va rentrer tout de suite dans la première partie de cette émission. Je pense que c'est peut-être le cas. Bonsoir, comment allez-vous? Oui, je vais bien. Il y a un peu de santé. C'est tout ce qu'on demande. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Et quand je retrouve Claubert, je suis content. C'est ce qu'il est en santé. Billet, avec qui nous cheminons de temps en temps sur les pelouses de la République. Et puis le jeune petit aux dents longues que je découvre ce soir. Bonsoir à tout le monde. Et j'espère une fois de plus que nous serons à la hauteur des attentes de notre public. Alors, on va tout de suite ouvrir cette émission par la pause actu et on parle de basketball pour démarrer ce magazine. Le Cameroun, comme vous le savez, est actuellement engagé sur plusieurs fronts sur le plan international, notamment nos équipes nationales jeunes, dames et messieurs. Bonne nouvelle, l'équipe nationale de basketball dames de moins de 18 ans s'est qualifiée ce mercredi pour les demi-finales de l'Afro-Basket Dames U18. Le Cameroun a battu l'Angola lors des quarts de finale par 65 à 63. Quelques images justement de ce match de tout à l'heure. Deux précieux points d'écart qui permettent à l'équipe camerounaise d'accéder au prochain tour de cette compétition qui se dispute actuellement en Afrique du Sud jusqu'au 14 septembre prochain. Meilleure marqueuse est Madi Damaris avec 15 points. Et il faut déjà signaler que hier, du côté des hommes, le Cameroun est passé de justesse grâce à sa position de meilleur troisième à l'issue de la phase de groupe. Le Cameroun qui avait été battu par le Sénégal, mais qui parvient quand même à se qualifier pour les quarts de finale et qui va affronter le Rwanda. Colbert, peut-être un commentaire sur le comportement de ces deux équipes nationales jusqu'ici. Vous avez tout dit, Lydie. Les hommes qui se qualifient pour les huitièmes de finale. L'écart. Non, pour les huitièmes, déjà les hommes et les femmes qui se sont qualifiées tout à l'heure contre la grande équipe d'Angola. Ouais, pour qui sait pas facile, hein. Qui est l'Angola peut imaginer quelle est l'étendue de l'exploit. Ce qui est regrettable, c'est que et nous allons revenir là-dessus pendant l'émission, c'est que nous sommes focalisés dans le football. Pourtant, le Cameroun, comme vous le disiez tout à l'heure, brille vraiment en Afrique du Sud. C'est historique qu'au même moment, deux équipes jeunes du Cameroun se retrouvent en phase finale d'une compétition continentale en sorte de la phase de groupe. Donc, il faut les féliciter et que l'ambassadeur du Cameroun en Afrique du Sud ait pris le temps de les rencontrer pour les encourager est aussi une très très bonne chose. Donc bravo les Lions, bravo les Lions, voilà, aller plus loin. Alors Serge Zambo, peut-être un commentaire aussi par rapport à ces performances, ce parcours du Cameroun dans ces compétitions jeunes, Afro-Basket Dames U18, Afro-Basket Messieurs U18 également, et le Cameroun qui est en train de faire son petit parcours, mine de rien. On peut le dire, comme le disait Florian tout à l'heure, c'est une belle moisson. J'ai quand même eu la chance de regarder les dames jouer tout à l'heure. C'était pas mal. On a vu la jeune Abada. Et puis, ce qui est encore superbe dans l'histoire, c'est qu'elles sont entraînées par une dame. Oui. Ça aussi, c'est très encourageant pour la jeune féminine. Donc, c'est une belle moisson, comme je le disais tantôt. Il faudrait peut-être voir évoluer les hommes pour voir un peu dans quel camp on se trouve. Mais déjà, nous sommes avec les filles au niveau du dernier carré. Et il faudrait également, comme il a dit, qu'on essaye de regarder aussi ce côté-là, parce que quand on a des pupilles, ça c'est les U18, je peux les appeler pupilles, peut-être que pour dire qu'elles sont jeunes, et il faudrait un meilleur encadrement pour pouvoir avoir des stars futures. Pourquoi pas aller frôler au niveau africain avec les matures, c'est-à-dire essayer d'aller
se battre avec les autres pour qu'on puisse enfin éclore. Donc c'est des disciplines qui sont bel et bien là, mais il faut que les pouvoirs publics veillent. Il a dit tantôt tout à l'heure que l'ambassadeur a pris de son temps pour aller regarder les enfants jouer. Il a pris le temps pour leur parler. Et certainement, je suis sûr qu'il a dû prendre le temps pour essayer de les encourager et de les mettre dans les meilleures dispositions, possibles. Et puis nous sommes en Afrique du Sud, les infrastructures sont tout à fait bonnes. Elles sont bonnes, donc ça permet également que les gens puissent se déployer un temps soit peu de la meilleure des manières. Donc, c'est des équipes à suivre, nous allons les suivre progressivement, mais je dis que c'est un exploit, comme il a dit, face à l'Angola, parce que l'Angola, au niveau de certaines disciplines, basketball, handball et autres, ils sont assez évolués. Bon, peut-être qu'au niveau du foot, ce n'est pas encore sa main, au niveau, surtout au hand, je crois qu'au niveau de l'Afrique, c'est la première nation africaine. Même au niveau du volleyball. Du volleyball également, et même en basket. Donc, si déjà nous, U18, ont eu à vaincre cette équipe angolaise, ça, c'est, faut leur dire bravo, c'est une bravoure qu'on ne peut plus garder en soi. Mais, comme il a dit, si c'était le foot, imaginez que le Cameroun joue aujourd'hui les quarts de finale. Je crois que tout le pays allait s'arrêter un temps soit peu, parce que là, ils étaient en quart. Le pays s'arrêtait un temps soit peu pour voir évoluer l'équipe nationale, que ce soit les U, mais en matière de foot, de toutes les façons, on a un peu plus le regard dessus. Donc, il faudrait également, je m'adresse à nous, qui sont les analystes de sport et autres, aux entraîneurs et à vous également, d'essayer aussi de lorgner de ce côté-là. C'est ce qu'on fait. Non, vous voyez, je vais vous dire quelque chose. C'est ce que vous faites, d'accord. Oui, mais quand vous le faites dans le cadre uniquement de la pause actu. Or, la plupart des temps, les débats sont concentrés sur la compétition se poursuit. Oui, elle se poursuit. C'est pas encore terminé. Non, je dis la plupart du temps. Je suis souvent ici, dans cette discipline-là, je suis d'accord avec moi que dans cette discipline... Il y a des émissions spécialisées normalement sur le basket, donc ça fait aussi... Ça peut peut-être... Ok, d'accord, mais il faudrait un peu... Essayer de voir aussi dans ce sens. Martin Billet-Tanga, ces équipes camerounaises qui sont quand même en train de faire un parcours honorable dans ces compétitions continentales. Tout à l'heure, c'est Serge qui parlait d'encadrement. À ce niveau de la compétition, vous êtes entraîneur certes de foot. Là, vous avez des jeunes de 18 ans. Quel est peut-être le discours que l'on tient pour qu'on puisse justement aller jusqu'au bout, continuer sur cette lancée? C'est l'avantage qu'il y a de travailler avec, par exemple dans le basket ou dans certaines disciplines, c'est que ces disciplines ne sont pas, exposées de façon outrageuse dans les réseaux sociaux, dans les médias. Donc ça donne la possibilité aux techniciens et aux acteurs et actrices de pouvoir travailler avec une certaine sérénité. Et puis, la place d'une discipline comme le basket aujourd'hui au Cameroun, c'est pas véritablement une arme sociopolitique comme ça pourrait être interprété comme étant le cas pour ce qui est du football. Donc, d'abord, on a la possibilité de mieux travailler, à moins d'ingérence, moins d'incursions et autres, et ça donne la possibilité de travailler d'une certaine manière. Mais maintenant, si les moyens sont donc mis en œuvre, ça permet un meilleur encadrement, une certaine sérénité et par la suite des résultats qui vont suivre. À ce moment-là, les filles ou les garçons, les acteurs de toute manière peuvent travailler un peu en vase clos entre guillemets pour pouvoir se concentrer véritablement sur l'essentiel en faisant fi de tous les parasites qui pourraient venir des aspects périphériques. Alors peut-être pour terminer sur le sujet avec vous, Ghislain, vous qui encadrez justement les jeunes. Bon, je dirais que c'est un espoir comme les compagnies sont évoquées, parce que Dieu sait dans quelles conditions ces filles s'entraînent au Cameroun. C'est un espoir d'arriver à ce niveau de la compétition, surtout chez les dames. Je pense que c'est leur première participation à ce niveau de compétition sur le plan international. C'est quelque chose à louer. Maintenant, il faut que les pouvoirs publics mettent en place tous les moyens pour continuer à encourager cette discipline-là. Le chef d'État m'a dit tout le temps qu'il n'y a pas de sport mineur. Il ne faut pas qu'on se focalise seulement sur le football et tout. Donc, voilà que les filles, encore les U18, nous montrent qu'elles sont capables de beaucoup de choses. Voilà. On va évidemment regarder de très près la suite du parcours de ces équipes U18 de basketball engagées dans ces compétitions. On rappelle l'Afro-Basket dames et messieurs. Ça se dispute jusqu'au 14 septembre prochain.
du côté de l'Afrique du Sud. Alors, on reste avec vous, Ghislain, cette fois pour parler, on reste dans le sillage de la jeunesse, pour parler de foot jeune, avec la fin de saison dans les différentes académies. Entre autres casquettes que vous avez, vous êtes à la tête de Révélation Foot, qui est une structure qui encadre justement les jeunes footballeurs ici même dans la ville de Douala. Et puis on peut voir en image, il y a quelques jours, il y a eu justement une finale pour clôturer la saison. Je suis très fier de ce que nous réalisons au quotidien parce que la seule chose que nous avons à donner à ces enfants, c'est l'encadrement. Vous voyez les conditions dans lesquelles on travaille. Ils sont épanouis. Et là, vous êtes où? Nous sommes dans le 3e arrondissement de la ville de Douala, précisément à Village, à l'entrée lycée. Voilà, derrière le lycée technique de Nilon. Quelque part sur un stade appelé Stade Manioc. Stade de Manioc. Voilà. D'accord. Voilà, c'est pas pourquoi ça fait sourire les panélistes. C'est l'appellation. Peut-être que c'était... Vous n'aimez pas le manioc? Parce que quel manioc qui n'aimait pas le manioc? Bon, ça nous fait quand même sourire. D'accord. Ça nous fait plaisir de voir ces enfants s'épanouir et s'émouvoir autour du ballon rond. Ils sont âgés entre 5 et 14 ans, tous scolarisés. Et c'est l'occasion pour moi de féliciter une dame, Madame Diali Amadou Amal, écrivain qui nous encourage au quotidien, qui est avec nous et qui apporte son soutien à l'académie. Très en vue actuellement, depuis son prix qu'elle a remporté du côté de la France. Voilà, exactement. Donc ces enfants ne méritent pas autre chose que ce bonheur que nous leur procurons tous les jours. C'est vrai que nous travaillons encore dans des conditions pas acceptables, mais je pense que nous nous battons pour les donner le meilleur encadrement possible. Et là, il s'agissait de quoi exactement? Ça, c'était la clôture des activités. Donc, nous avons fait une saison très, très chargée. Il fallait les libérer. Ça, c'était le soir du 24 août. Donc, ils ont pour un mois de congé. On reprend au mois d'octobre, c'est-à-dire après la première séquence exactement. Et comment est-ce que vous arrivez justement à arrimer? Il y a l'école, il y a le foot. Ouais, en tant que pédagogue, nous concilions tous ces deux aspects, c'est-à-dire que nous formons l'individu dans son intégralité sur le plan moteur, sur le plan intellectuel également. Donc pendant les classes, nous tenons en compte les programmes scolaires, notamment les cours et les horaires. Donc le mercredi on peut travailler, le samedi on peut travailler, le dimanche on peut jouer. Bon, quand ça baisse un peu, on peut travailler même le jeudi ou le mercredi pendant des périodes où les classes ne sont pas assez accentuées, c'est-à-dire après les séquences. Sans oublier qu'ils sont également affiliés dans une bibliothèque, la bibliothèque de Mme Diali Amal, bien évidemment, où ils ont la possibilité d'aller faire des études. Ça veut dire que quand nous ne sommes pas sur le terrain, ils sont dans une autre phase d'entraînement qui est la lecture. Ils s'initient à la lecture, à l'art, à l'écriture et tout. Je pense qu'ils ont besoin de tous ces encadrements-là pour être des êtres totalement accomplis. Alors, Colbert Yompan, vous qui avez une grosse expérience internationale, quand on écoute un peu comment ça se déroule du côté de Révélation Foot, est-ce que c'est un peu le même chrono? C'est-à-dire, les enfants viennent, ils peuvent s'entraîner, ils peuvent aller à l'école, ils peuvent aller dans les bibliothèques. Vous avez parlé des arts, par exemple, s'initier à l'art, à l'écriture, etc. Est-ce que c'est souvent le même format? Oui, peut-être de façon un peu plus organisée, un peu plus structuré. Vous savez, si on prend l'exemple de l'Allemagne, par exemple, les conditions pour vous donner la licence qui permettent d'avoir une équipe en 3e, 2e et 1re division, on vous impose d'avoir une académie jeune en interne qui va des plus petits jusqu'aux sélections pré-majeures. Et vous avez la possibilité, comme il le disait, de faire des cours en interne ou les faire en externe et venir jouer dans une des équipes. C'est un peu plus organisé, mais c'est par là qu'il faut commencer parce que le développement du football ne se fait pas avec l'équipe nationale. Le développement du football commence par les PPU et essaye d'évoluer. Commence par quoi? Les PPU.
On a compris en tout cas. Voilà. Voilà, donc vraiment courage, ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a des gens qui, et on sait que là-bas, il n'y a aucune chance de dire qu'on vendrait un joueur, donc vraiment c'est déjà un sacrifice pour vraiment courage. Ouais. Martin Billet-Tanga, c'est également un créneau que vous connaissez très bien, vous qui êtes aussi éducateur, hein? Oui, en plus, je suis le conseiller départemental de football pour l'ouvrir. Donc, parce que quand il y a des tournois ou autres, surtout dans ces catégories-là, encore qu'il y a un travail qui est actuellement fait sur le terrain pour, pour la constitution des sélections départementales et autres de diverses catégories. Et vous savez que d'ici 2 ans, la Coupe du Monde U17 va passer sur le plan annuel. Et à ce moment-là, il faudrait constituer toute une base de données avec les jeunes qui vont monter au fur et à mesure. Donc actuellement, on est très intéressé par des bons talents, des jeunes assez talentueux qui sont nés par exemple en 2009 et qui pourraient faire le bonheur déjà dans des sélections départementales puis régionales et puis que les meilleurs puissent être dirigés vers les sélections nationales des diverses catégories. Donc je profiterai évidemment pour... Oui, puisque dans les tournées de mes inspections au niveau de mes tournées, j'en profiterai pour faire un tour au niveau de révélation pour voir le travail qui se fait de ce côté-là, comme je le fais également avec certaines autres académies pour essayer de tirer les meilleurs éléments possibles. Voilà. Alors peut-être pour terminer sur le sujet, Ghislain, là, c'était la clôture de la saison. Une nouvelle saison va démarrer. Qu'est-ce qui est prévu? Comment ça va se passer? Bon, présentement, les inscriptions ont commencé. Nous sommes en train de préparer la nouvelle saison qui débute d'ici le 15 octobre. Et il y a des enfants qui ont été sous-classés. Il y a des enfants qui ne doivent pas être avec nous parce que ne présentant pas des prédispositions naturelles pour la pratique du football, il faut recruter les nouveaux enfants, il faut récupérer d'autres, leur donner les moyens pour progresser normalement. Parce qu'il faut dire la vérité, c'est que tous les enfants s'intéressent au football, mais tous n'ont pas le même talent. Tous n'ont pas le même talent. Nous avons l'obligation de les encadrer quand ils sont au bas âge, mais quand il y a certains qui ne sont, parce qu'en même temps c'est une académie et puis on veut quand même le minimum. On veut le minimum, donc on a recalé certains, ça fait mal au cœur parce que nous avons fait du chemin ensemble, mais les autres vont venir. Je pense que l'année prochaine, c'est-à-dire à la clôture de la saison prochaine, nous aurons un groupe suffisamment soudé avec des enfants très outillés, avec l'appui du conseil technique départemental que je rencontre encore ici sur ce plateau. Il ne me connaît pas, mais je sais qu'il me connaît aussi parce qu'on s'est déjà vu, M. Billet-Tanga, à l'époque, entraîneur d'une équipe qui ne veut pas faire la publicité ici. Donc, je souhaite vraiment, comme il a dit, qu'il nous apporte tout le soutien et que nous puissions donner ensemble cette éducation dont les gens ont besoin. D'accord. En tout cas, on va suivre vos activités et faire le point dans le temps, comme on pourra le faire dans nos émissions. Avant de s'intéresser au Lyon U20, on va rapidement parler du tournoi de pré-saison. Nous sommes là pour ce qui concerne la MTN Elite One et la MTN Elite 2, tournoi de pré-saison Fair Play Bipanda Info Foot 2024. Ça va donc démarrer le 17 septembre prochain et non plus le 12 comme initialement annoncé. C'est en tout cas l'une des informations qu'on peut retenir de la conférence de presse donnée par le comité d'organisation, conférence qui a eu lieu ce mercredi même ici dans la ville de Douala. On vous propose d'écouter rapidement les précisions de Souleymane Abdou au micro de Nono Fitoué. Nous sommes déjà pratiquement, on va dire, à un pas du kick-off qui aura lieu ce mardi 17 septembre 2024. Parce que tout a été déjà mis, les petits plats dans les grands pour qu'on arrive à ce kick-off. Il faut dire qu'en amont, c'était prévu pour ce vendredi 12, mais compte tenu de l'indisponibilité du site,
on a essayé de recaler pour le mardi. Toutes les équipes, en fait, qui ont répondu à l'appel sont déjà disponibles pour participer à l'événement. Mais il faut dire qu'à la base, on avait pratiquement plus de 80 demandes pour participer au tournoi pour ce qui est des clubs. Mais on avait décidé de retenir 20. Les 20 qui vont certainement concourir, pas forcément, comme disait le responsable de la communication avec pour un prix, mais pour le sportif, c'est-à-dire en amont travailler les qualités technico-tactiques et même physiques de nos joueurs pour ce qui est des clubs d'élite et aussi faire bénéficier aux clubs au niveau des académies, régions et départements en quelque sorte ce que j'appelle le troc. Nous sommes déjà pratiquement, on va dire, à un pas du kick-off qui aura lieu ce mardi 17. Abou qui annonce donc le coup d'envoi de ce tournoi pré-saison pour le 17 septembre prochain. Avant de refermer cette première partie de l'émission, s'intéresse évidemment à la Coupe du monde de football féminin Colombie 2024 pour ce qui concerne les catégories des moins de 20 ans. Tout à l'heure, 22h30 heure du Cameroun, les Lionnes indomptables U20 seront opposées au Brésil, Serge Zambo, comme un air de retrouvailles. Effectivement, comme on a des retrouvailles, mais là, c'est avec les dames au niveau des U20 qui font une très très bonne impression. Parce et ça reste quand même un match Cameroun-Brésil. Ça reste un match Cameroun-Brésil. Et vous savez quels sont les ingrédients qu'on peut avoir dans ce genre de rencontre. Déjà, chez les hommes, vous vous souvenez en France, un but à 0 lors de la Coupe des Confédérations. Vous vous souvenez également à Sydney 2000, je crois, c'était 2 buts à 1. Je crois c'était pendant les Jeux Olympiques. Et vous vous souvenez encore récemment du 1 but à 0 qu'on a infligé au Brésil, au Qatar. Donc c'est un air de retrouvailles. Et on peut aussi se souvenir de 1994, où nous avons aussi également pris 3 buts à 0. Là, nous étions aux États-Unis. Donc c'est un air de retrouvailles, comme vous le dites. Et je pense que l'équipe féminine des U20 du Cameroun, elle est assez aguerrie. On a de très très bonnes joueuses. Et je crois qu'elles sont bel et bien aussi bien encadrées. Et surtout qu'au niveau de l'encadrement, on a pensé ajouter le coach national des A chez les dames, M. Bissek, qui a rejoint le coach des U20, Hassan Bala. Donc je crois que dans la mayonnaise, elle a pris. Et puis j'ai remarqué que les filles étaient un peu, au départ, un tout petit peu timorées contre le Mexique. Mais après un moment, elles ont pris le poil de la bête. Et puis ça allait tout de go. Et naturellement, je pense que si on avait vraiment bien pris le taureau par les cornes, on aurait pu battre cette équipe du Mexique. Heureusement, on menait 2 buts à 0, on est revenu à 2-2. Ouais. Maintenant, le deuxième match était un peu difficile parce qu'on jouait contre le pays organisateur qui était la Colombie. Ce match-là, je ne l'ai pas suivi, j'ai quand même suivi que celui du Mexique. Vous savez que pour avoir le match, c'est assez compliqué. Hein. Bon, on est souvent obligé de se rabattre au niveau du cap. Mais néanmoins, le troisième match contre l'Australie, je l'ai également vu avec un superbe but parce qu'il y a une frappe de la joueuse camerounaise, une frappe enroulée à l'entrée de la surface de réparation. Ça, c'était du tonnerre, c'était presque jamais vu. Et j'ai l'impression, si on me demandait à moi de voter le meilleur but jusqu'ici, par rapport au but que j'ai vu, je n'ai pas vu les buts de toute la compétition, pas parce que je suis camerounais, je ne veux pas être chauvin, celui-là rentrerait quand même dans les annales. C'est peut-être le cas. Bon, maintenant, nous allons rencontrer le Brésil tout à l'heure. Je crois que les filles savent ce qu'elles ont à faire. Et puis, je crois que également le président de la Fédération camerounaise de football se retrouve là-bas. Il a déjà, à partir du Cameroun, il a quand même eu à discuter avec elle. Et le fait qu'il soit là, justement, peut encore mieux les booster. Et j'ai également lu dans les réseaux sociaux, bon, mais je ne pense pas que ça ce soit un fake, que l'État a quand même alloué une certaine somme pour pouvoir faire en sorte que la préparation et le reste puissent suivre dans de bonnes conditions. Je crois qu'on parle de 812 millions qu'on a alloués à la FECAFOOT. Et cette fois-là, je pense qu'elle est bel et bien ordonnatrice des dépenses. Et ma foi, si on fait tout cela, je crois que nous sommes dans le cadre des 8e de finale. Le Cameroun, les U20, peuvent naturellement atteindre peut-être l'écart. Le Brésil que nous avons de ce côté, peut-être que Colbert qui les suit me dira exactement quel nombre. Je ne pense pas qu'elles ont fait un sans faute. Elles ont dû faire, je crois, un match nul. En tout cas, c'est un sans faute. Bon, alors là, si c'est un sans faute, je crois que ça sera quand même très difficile. Il faudrait bien
être en place. On a un entraîneur là qui va nous dire exactement quelle tactique on peut utiliser si jamais vous lui posez la question. Il faudrait être bien en place et pour pouvoir voir également avec ce que nous avons comment je peux dire, ce que nous avons comme avantage, voilà, dans le plan du jeu. Et bien, il faut être bien concentré, voir nos avantages et voir comment on peut se lâcher. Il y a Naomi Eto'o qui est là, elle est pas. Il y a également la jeune Ngok qui joue, je crois, en Europe, qui a renforcé, qui joue avec les A, qui a renforcé les U20. Je crois qu'avec ça, on peut avoir une bonne mayonnaise pour pouvoir atteindre l'étape supérieure. Voilà, et que pense justement la joueuse Monique Ngok de ce match Cameroun-Brésil? On vous propose de l'écouter dans ce reportage que signe Oni Ladonnette. Cameroon's Under-20 Lionesses are set to clash with Brazil on Wednesday, September 11 at 10:30 p.m. in the round of 16 of the Under-20 Women's World Cup in Colombia. The Baby Lionesses secured their spot in this knockout stage as the best third-place team in Group A, amassing 4 points from a draw against Mexico, a setback against host Colombia, and a commanding 2-0 victory over Australia. This marks a historic moment for coach Hassan Bala and his squad as they advance to this stage in their debut World Cup appearance, facing a formidable opponent in South American women's football. Brazil dominated Group B, finishing at the top with 9 points, netting 14 goals and keeping 3 clean sheets throughout the group stage. The Brazilian side has a rich World Cup pedigree, having participated in 10 editions, with their highest finishes being third place in 2006 and in 2022. As they gear up for this uphill battle, Naomi Eto'o and her teammates have returned to full training in Bogota after a well-deserved rest day, honing their skills in ball recovery and transition play. In the aftermath of their victory over Australia, Monique Ngok highlighted the challenges ahead against Brazil but expressed unwavering confidence. Brazil is a country of football. I've always wished to go to Brazil, but now Brazil's coming to me. Now I'm happy because I've been watching some of their games. For centuries, Brazil have always been having good players. That's not a secret, and it's going. Hopefully, if we face them, it's going to be a very tough game because, like, they almost play like Australia, but with more control of the ball, with more skillful player who can do individual occasion, who can have a lot of opportunities. So it's going to be a very tough game. But looking ahead to Wednesday's showdown, the Lionesses will also benefit from the return of Annie Felicia Nganaben, a crucial player in their World Cup qualification, who has completed a 3-match suspension. She has rejoined the squad in training and is eager to make an impact in this critical encounter. Voilà, Colbert Yampa, on a écouté un peu Monique Ngok. Ce sera un top match, a-t-elle déclaré. Cette rencontre entre le Cameroun et le Brésil de tout à l'heure, comment est-ce que vous l'entrevoyez déjà? Bon, il faut dire que les Lions, au regard de ce qu'elles ont montré jusqu'à maintenant, n'ont pratiquement rien à perdre. Le Brésil est favori, le Brésil qui jusqu'à présent a fait un sans faute, qui n'a pris aucun but jusqu'à maintenant. Le danger dans ce cas, c'est que si les Lions font douter le Brésil en leur donnant une position rude et peut-être en marquant le premier but, il faudra voir comment le Brésil, qui encaissant son premier but, doit réagir dans cette compétition. On a l'impression que le Brésil a eu tout facile. Nos joueuses ont un avantage, c'est qu'elles ne sont pas favorites, elles sont insouciantes, elles sont très très combatives, elles jouent bien au foot, elles sont décomplexées. Et dans ce genre de match où vous n'êtes pas le favori, il faut simplement donner 3, 4, 5 fois plus que le favori. Et à la fin des 90 minutes ou plus, on fait le bilan. Le Brésil souffre du fait que son équipe nationale au féminin a toujours souffert de la comparaison avec l'équipe nationale masculine qui, de par son histoire, est la meilleure du monde. Et on prenait toujours chaque fois le Brésil au féminin favori de chaque compétition. Pourtant, ce Brésil-là
ne jouissait que de l'héritage des garçons, mais n'avait pas prouvé lui-même. Mais depuis quelques années, même sur le plan de l'élaboration du jeu aujourd'hui, on sent que le Brésil a pris une autre hauteur. Vous avez vu les seniors pendant les derniers Jeux Olympiques en France qui ont éliminé la France, qui ont tenu tête à ce qui fait office de Brésil chez les femmes, les États-Unis, qui ont donné du fil à retordre. Et quand vous voyez les U20 du Brésil jouer, vous sentez vraiment qu'il y a de la matière. Donc pour sortir, je dirais que le Brésil est favori, mais le match va se jouer sur le terrain. Le fait que nous ne soyons pas les favoris, le fait que nous jouons de façon décomplexée. J'ai une image de Naomi Eto'o, il y a des insolences qui sont pardonnables, qui disaient c'est maintenant que notre compétition commence. Ça peut paraître prétentieux, mais cette insouciance-là peut vous faire entrer dans le match avec un coup de folie, faire douter le Brésil, et à la fin, ce sera peut-être une qualification pour la phase suivante. Alors, coach Martin Billetanga, pour ce match de tout à l'heure, le Brésil, le Cameroun qui affronte le Brésil, on se rappelle quand même que à suivre le coach Hassan Bala dans ses différentes interventions, il était un peu contrarié par le fait que le Cameroun encaisse chaque fois un peu tôt. Et pour lui, c'était un réel souci. Quand vous regardez cette équipe camerounaise et cette équipe du Brésil, vous attendiez à quel type de rencontre tout à l'heure? Bon, on va dire que ça. Robert a déjà dit le Brésil va quand même favoriser. Quoi qu'on dise, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se leurrer, le Brésil va favoriser, mais le Cameroun est ce qu'il est. L'avantage, c'est souvent de jouer contre, c'est-à-dire dans une position de outsider, c'est qu'on a plus ou moins le choix des armes. C'est-à-dire, si je peux m'exprimer ainsi. Déjà, les Lions sont arrivés à un stade où, même si elles sortent aujourd'hui de la compétition, tout le monde va dire que c'est pas un drame. Et là, dans le magnifique livre qu'il a écrit, Sun Tzu avait dit qu'il est extrêmement difficile de jouer contre deux types d'adversaires, c'est-à-dire celui qui n'a pas peur de perdre et celui qui est absolument sûr de gagner. Et là, si aujourd'hui les Lions n'ont pas peur de perdre, puisque même en perdant, ça ne sera pas un drame. Si elles n'ont pas peur de perdre, elles peuvent faire lever les enchères, faire monter les enchères à un niveau où les Brésiliens ne pourront peut-être pas tenir. Donc je disais tout à l'heure que dans cette position de outsider, les Lions ont la possibilité au niveau de leur staff technique d'opter par exemple d'attaquer ou de défendre. Les Brésiliens ne le peuvent pas. C'est-à-dire, compte tenu de leur statut, les Brésiliens ne peuvent pas se permettre de dire on va laisser le ballon au Lion, on va jouer, peut-être on va fermer le jeu et puis on va essayer. Les Brésiliens ne le feront pas. Par contre, les Lions ont cette possibilité, par exemple. Et là, statistiquement, il a été prouvé qu'on marque plus de buts sur des attaques rapides que sur des attaques placées. Maintenant, oui, s'il y a un souci dans le jeu où les Lions enquêtent souvent les premières, ces bébés Lions, je veux dire, à ce moment-là, le staff technique très probablement aura travaillé dans ce sens-là et peut donc se permettre au moins d'une certaine manière de densifier un peu pour gêner les Brésiliens et les mettre en difficulté. Mais il n'est pas interdit aussi pour ces Lions-là, au moins peut-être sur certains coups tactiques, d'aller chercher les Brésiliens très haut. Pas durant tout le match, mais sur certains coups tactiques. Vous savez, lorsqu'une équipe, même les meilleures équipes du monde, lorsqu'elle veut sortir balle au pied, que vous allez les chercher à ce moment-là au niveau de la relance de 5,50 m et que vous allez les chercher là-bas, soit en faisant le forcing, c'est-à-dire on prend tous les joueurs qui sont aux alentours au marquage individuel strict, ou alors en faisant un fort pressing sur eux. Un pressing efficace et intelligent, ça peut les mettre en difficulté et les faire douter. Mais ce pressing doit être intelligent. Intelligent dans le sens où il ne devra pas aller au-delà de 5, 8, 10 secondes. Sinon, il devient extrêmement énergivore et vous allez vous faire prendre derrière. Ouais, donc, c'est des coups qui peuvent être tentés. Donc, la palette est suffisamment large parce que justement, on est en position de outsider et qu'on peut se permettre à ce moment-là de choisir ce que nous pensons être le mieux pour nous. Alors, Ghislain, vous attendiez un match ouvert, fermé? Bon, c'est la position des Lions qui m'intéresse aujourd'hui. Elles sont arrivées à un niveau où on ne les attendait pas parce que ce sont des filles qu'on côtoie pour la plupart dans notre championnat de Guinée Super League.
Bon, il y a quelques leaders qui sont entrés dans le groupe. Je parle de Maurice Ngok, je parle de Naomi Eto'o, qui est là avec nous. C'est un groupe assez solidaire parce qu'elles ne sont pas favorables de la compétition. Mais historiquement, le Brésil a naturellement un avantage sur nous. Il faut être tout simplement concentré. Nous n'avons plus rien à perdre. Le coach Biletanga dit tout à l'heure. Mais on dit souvent aussi que l'appétit vient en mangeant. Donc, première participation en huitième de finale, pourquoi pas prochain tour. C'est bien vrai. Je félicite au passage le travail qu'a le collègue Hassan Bala, ayant côtoyé à Authentique. C'est quelqu'un de suffisamment lucide, très sérieux. Je pense qu'avec l'appui du coach Bissek, ils ont une panoplie d'arguments et de rudiments pour pouvoir mieux organiser. Mais à savoir si le match sera ouvert ou bien fermé, je pense que les Lions ne doivent pas aller là-bas attaquer. On peut défendre, mais de temps en temps, passer à des attaques rapides, pourquoi pas. Alors ici, il est cherché très haut, comme le coach a dit tout à l'heure. Mais il ne faut pas que ça dure, parce que si ça dure sur le plan énergétique, on va se fatiguer, si on va courir et tout. Bon, on sait que le Brésil peut être un peu au-dessus de nous à ce niveau-là. Donc, nous attendons ce soir que la fête soit belle. Quand ils compètent, historiquement, nous serons satisfaits. Ça peut passer quand même pour le Cameroun, Colbert? Oui, le match se joue sur le terrain. Et si le Cameroun a gagné contre l'Argentine en 90, si nous avons pu vaincre ce même Brésil lors de la Coupe des Confédérations en 2003 et très récemment au Lusail Stadium de Doha, pourquoi ne pas le faire aujourd'hui? Alors donc c'est bien possible. Donc on va quand même, c'est vrai que le match va s'achever alors qu'on aura déjà terminé cette émission. Et mais on va quand même garder un coup d'œil sur le déroulement de la rencontre à partir de 22h30 heure du Cameroun. On rentre dans la seconde partie de cette émission et on s'intéresse aux Lions indomptables A qui viennent donc de disputer 2 matchs comptant évidemment pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Déjà lors de la première journée samedi dernier ici à Garoua, ici au Cameroun, le Cameroun a battu la Namibie par un but à 0, but inscrit par Vincent Aboubakar. Et puis hier du côté de Kampala en Ouganda, le Cameroun qui affrontait le Zimbabwe a été contraint à un partage de points, 0 but partout à l'issue de cette rencontre. Je vous propose d'écouter un extrait, juste un petit extrait de la réaction du coach, du sélectionneur Marc Brice en conférence de presse d'après-match. You don't see good teams that play a bad game or a bad half. But it's now, we didn't lose for the moment. We do our best. We had a terrible 3 days. So it happens. I'm happy that they stood up the second half and that we created 4 or 5 good chances. Is this not enough? No, it's not enough because we have to win every game now. It's not possible. We have to be realistic. We do our best. The players do much more than anybody else. So I have respect for them because they deserve it. C'est un grand plaisir. Parce que dans notre équipe aussi, ça montre à quel point on a aussi des superstars. Il y a aussi un Nana qui est une superstar, dont le fait qu'on ait des fans qui le supportent, ça montre à quel point il est aussi un grand gardien dont nous sommes très heureux pour lui. Et on a pas mal de grands joueurs aussi. Il y en a Pelmel, dont on est heureux pour lui. On est très content qu'il a des supporters dans tout le monde entier. Je pense que c'est une fierté pour lui et nous sommes heureux pour lui. Voilà le capitaine Vincent Aboubakar qui répondait évidemment à la question de savoir ce qu'ils ont pensé de cette liesse populaire qu'on a observé au passage du portier camerounais André Onana du côté de Kampala. Alors Colbert, ayant pas forcément avant l'analyse des techniciens sur ce plateau, le match d'hier déjà Zimbabwe-Cameroun 0 but partout. Marc Brice le disait en conférence de presse d'après-match, ils ont fait de leur mieux.
Vous êtes d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Oui, il y avait possibilité de faire autrement. Tout à fait d'accord avec ça. Ce que je vais dire, Lydie, c'est que en tant que journaliste et en tant que chaîne de télé, pour vous, notre profession et l'actualité imposent que nous la commentions. Mais elle ne nous interdit pas de faire un devoir de mémoire, d'interroger le comment et le pourquoi des choses. Donc, si l'on se limite simplement à ce que l'on a vu sur le terrain, ce serait faire fausse route. Je crois que... On peut commencer par le terrain. Voilà, si vous voulez... Ce sont les faits, on commence par les faits. On commence par le terrain, si vous promettez. Ouais. On ira hors du terrain. On ira hors du terrain, voilà. Rassurez-vous. Voilà. C'est incontournable de toute façon. Sur le terrain, ce qu'on a vu hier, c'est que l'équipe qu'on a vue contre le Cap-Vert, qui était avec l'Angola après, le match de l'Angola qui était encore même plus accompli que celui contre le Cap-Vert, même si le résultat n'a pas été le bon. On s'est rendu à l'évidence d'abord contre la Namibie, que le rythme commençait à baisser un peu, même si à la fin l'essentiel a été sauf. Et contre le Zimbabwe, ça a été la faillite complète. Pas la faillite de notre système de jeu en lui-même, mais la faillite individuelle des joueurs. Ce qui veut dire que les joueurs n'étaient pas en pleine possession de leur capacité. Le Bilé, qui, au-delà de toutes ses casquettes, est aussi un éminent préparateur physique, ne me démentira pas. 3 jours sans s'entraîner, quelle qu'en soit l'alternative que vous utilisez pour essayer de sauver l'essentiel, ça ne peut pas remplacer un entraînement, ça ne peut pas remplacer une régénération normale, ça ne peut pas remplacer une mise en place tactique, ça ne peut pas remplacer une reconnaissance de la pelouse. Tout cela n'a pas eu lieu et on s'est rendu compte déjà pendant les 20 premières minutes que l'équipe était complètement fatiguée. Ça se remarque dans des passes. Vous voyez Zambo Anguissa à 1 mètre n'arrive pas à faire la passe. Ce n'est pas que Zambo en l'espace de 3 jours est devenu brouillon. Non, c'est que physiquement il n'est pas prêt. Psychologiquement ils ne sont pas dedans. Ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient pour sauver l'essentiel. Donc je vais aller chercher la responsabilité du match nul d'hier, même si il faut toujours se réjouir d'un match nul à l'extérieur, mais c'est un match un point de gagner. D'un point à l'extérieur, un point quand même contre le Zimbabwe qui était sur 8 matchs sans aucune victoire. Même s'il faut se dire, ok, c'est un point de prix, on avait les moyens de pouvoir gagner, de pouvoir prendre les 3 points, mais volontairement, vraiment volontairement, on a choisi de s'occuper d'autre chose. Serge Zambo, quelle analyse faites-vous de cette rencontre, notamment hier, le Zimbabwe qui accueille le Cameroun en Ouganda, 0 but partout. Sur le terrain aussi? Sur le terrain. Bon, ok. Si c'est sur le terrain, je crois que Robert il a fait le tour de la question, un tout petit peu. Et ça, c'est vrai. Je me souviens, moi j'aime toujours reparler un tout petit peu d'histoire, qu'en 88, lorsque nous sommes allés gagner la Coupe d'Afrique des Nations, nous avons préparé cette coupe en 2 semaines. Ça a été dit. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est plus c'est plus la même chose. Il faut travailler. Il y a d'autres canons, Bilé est là, Claubert l'a dit. Il faut s'entraîner pour maintenir le cap. Ils appellent souvent ça le travail, je crois, foncier. Bilé, nous avons même d'ailleurs fait un cours là-dessus dans nos rencontres de 2-0, où il disait que si le travail foncier est fait et qu'on le lâche, on est obligé de recommencer pour pouvoir être à point. Donc, ça n'a pas été fait et c'est déplorable. Mais là, on aurait pu, pendant les 20 minutes ou les 25 minutes où on a vraiment pris le taureau par les cornes, on aurait pu certainement
marquer et peut-être nous recoquiller derrière pour essayer de maintenir le score et avoir les 3 points. Et vous allez aussi remarquer qu'à un moment donné, l'équipe zimbabwéenne n'a pu douter. Or, elle aussi, elle a été dans les mêmes conditions comme nous. Je ne pense pas que ce soit elle aussi entraînée, je ne pense pas. Elle ne s'est pas entraînée. Dans les informations que nous avons eues, mais elle était un peu plus... Les Zimbabwéens sont entraînés. Ils sont entraînés, hein? Bon, ok, s'ils sont entraînés, d'accord. Donc, ils avaient donc une marge un peu plus supérieure. Je sais bien que dans les 30 dernières minutes du match, vous avez vu qu'ils ont failli nous faire effectivement très très mal. Vous avez vu à un moment donné, Gande et Wa n'arrivaient même pas à courir pour essayer de rattraper les joueurs zimbabwéens qui étaient un peu à la limite, un tout petit peu en transe. Il a fallu des arrêts d'André Onana qui nous ont permis, certainement, cette fois-là, il faut le dire, qui nous ont permis de rentrer avec le petit point, le point qui est là. Et moi, je pense pas que ce soit pour quand on va faire le décompte final, c'est pas dramatique. Je crois qu'on va se ressaisir et que certaines choses qui se sont passées hors du terrain n'arrivent pas. Parce qu'au-delà de tout, ce qu'il faut, au-delà de tout, je dis, il faut qu'on permette à cette équipe de jouer et de jouer dans les meilleures conditions possibles. Même s'il y a des batailles. Il a dit tout à l'heure que lorsque nous avons joué contre le Cap-Vert, l'équipe avait un certain niveau. Or, le niveau là était bel et bien là, mais il y avait déjà quand même des batailles tout autour. Mais ce n'était pas évident. Et puis, remarquez, moi je ne sais pas, comment par honnêteté, il nous est revenu qu'en Angola, le gardien, par exemple, s'est entraîné tout seul, ce qui n'était pas tout à fait normal. Vous voyez un peu. Bon, il faudrait qu'on essaye de voir dans la mesure du possible comment faire travailler l'équipe dans les meilleures conditions. Ça, c'est la seule chose que nous demandons, aussi simple que ça. Parce que lorsqu'un gardien s'entraîne tout seul, vous attendez à quel résultat? C'est pas pour rien qu'on dit qu'un gardien, quand on nomme une équipe technique pour encadrer une équipe, on dit l'entraîneur est là, le préparateur physique est là, l'entraîneur des gardiens est là. Vous voyez un peu? Il y a toute une partie. Chacun a bel et bien son rôle. Chacun sait comment il doit faire évoluer sa partition. C'est-à-dire que lorsqu'on entraîne un gardien ou on l'échauffe, il y a une manière de le faire. Bilal est là, il va nous le dire. Maintenant, quand vous permettez, vous dites à un gardien de s'entraîner tout seul. Vous attendez à quel résultat? Je pense même que c'est une bravoure qu'on sorte de là sans pouvoir encaisser un but. Là, il va utiliser les petits réflexes qu'il a. Mais vous avez senti que les gars, ils étaient lourds à un certain moment. Ça n'allait pas. Même les passes, comme il dit. Bon, il a fallu peut-être une dernière frappe de Koundé Malon qui nous a un peu fait sursauter. Même Aboubacar Vincent, même maîtriser un simple ballon, ce n'était pas facile pour lui. C'était pas facile, au point où on a demandé qu'il sorte. Mais moi, j'ai dit là où je regardais le match que ce n'était pas le problème à Boubacar. Même si on mettait Magri, personne ne s'est entraîné. Et quand on ne s'entraîne pas, on n'a pas forcément les repères. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire. Moi, je dis, c'est bravo parce qu'on a pu ramener un point. Et dans le décompte final, c'est pas trop loin. Le Kenya, c'est juste 4 points également. Nous aussi, c'est 4 points. Je crois que... Et c'est le Kenya que nous allons affronter dans une double confrontation le mois prochain. Martin Millet-Tanga, sur ce deuxième match, le Cameroun qui sortait quand même d'une victoire face à la Namibie à Garoua et qui, c'est Colquebec qui a parlé de faillite complète devant le Zimbabwe hier. Quelle est la lecture que vous faites de ces deux résultats différents? C'est bien d'évoquer ces deux résultats. C'est important. C'est vrai, ce match-là a sa logique propre. Mais un match de football, c'est un élément, mais un élément d'un ensemble un peu plus grand. Donc, si je peux faire l'analyse uniquement du match, mais ce sera une analyse pour laquelle on aura besoin d'autres éléments pour une meilleure compréhension. Ça, c'est parce que, oui, là, si vous voulez, je commence d'abord par l'analyse du match et puis on tombe sur d'autres choses. Ou alors, je vais du macrocosme pour arriver au fur et à mesure, parce que moi, je pense que ce sera une meilleure compréhension. Bien, on a joué le match de Gassé. Quand je dis que c'est un élément d'un ensemble un peu plus grand, donc ça veut dire qu'il y a déjà un rapport qui existe entre la préparation et les performances. Il n'y a rien à faire. Je suis entraîneur de football, je suis entraîneur sportif.
Gislain également, il sait que pour que ton gars performe, il faut qu'il se prépare. Si la préparation est tronquée, si la préparation est mal faite, cela aura une incidence sur le rendu sur le terrain. Indépendamment de toutes les bagarres ou autres, bon, je ne veux pas entrer là-dedans, il y a un constat, c'est que les Lions, pour le match de Garoua, les Lions se sont entraînés à Yaoundé. Ils sont allés jouer à Garoua. Je ne veux pas savoir qui a fait ceci ou qui a fait là-bas, mais c'est le technicien qui est en train de dire. Les Lions se sont entraînés sous un climat doux pour aller jouer sous la canicule. Oui, pratiquement sans acclimatation. Des études ont prouvé que lorsque vous allez pratiquer l'activité physique, donc notamment le sport, sous la canicule, vos capacités physiques baissent. La VMA, qui est un indice très important de performance, tend à baisser et dans la littérature scientifique parle de 8 à 25%. Dans la VMA, ça veut dire que vos capacités physiques baissent. Ça veut donc dire que lorsque les Lions arrivent, par exemple, pour jouer à Garoua, sous la canicule, ils se retrouvent dans une situation où ils ne sont pas au mieux de leur fondement, leurs capacités physiques ont baissé. Cependant, ils doivent faire des efforts pour c'est-à-dire pour donner le rendu qu'ils ont pu donner. À la 16e minute de ce match-là, donc lorsque... face à la Namibie. Oui, face à la Namibie, lorsque Nuhu Tolo a son souci au niveau du quadriceps, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a répondu, qui a dit aujourd'hui que comment tu sais que c'était visible, là, il tenait son quadriceps, il pointait là, donc c'est-à-dire le muscle du devant de la cuisse. Donc, et là, tous les joueurs camerounais, c'était un peu une image, tous les joueurs camerounais sont venus prendre de l'eau fraîche, de l'eau un peu glacée. Rapidement, eux tous, ils étaient c'est-à-dire complètement trempés. Donc ça voulait dire certaines choses. Et là, il me semble qu'ils ont donné, ils ont dû pousser peut-être au-delà de ce qu'ils ont l'habitude de faire sur le plan énergétique. Parce que lorsque vos capacités physiques baissent, pour faire un effort habituel pour vous, peut-être, je dis n'importe quoi, peut-être qu'il vous demande 10 unités pour sa réalisation. Vous êtes obligé d'aller peut-être à 13 unités pour pouvoir le réaliser. Donc pour les mêmes efforts, pour les mêmes efforts, vous dépensez plus d'énergie. Et à la longue, lorsque vous allez faire plus d'efforts pour essayer donc de vous maintenir au niveau. Et le gap qui est là a un impact plus tard au niveau de la récupération. Normalement, après un match de football, 70 heures, c'est suffisant, 72 heures, autant pour moi, donc 3 jours, c'est suffisant pour avoir récupéré, pour être en surcompensation, sauf s'il y a eu de grosses blessures et autres. Et là, si vous avez donc dépensé autant d'énergie, ça va rallonger les délais de récupération. Donc, logiquement, après le match de Garoua, lorsque les Lions vont jouer 3 jours plus tard à Kampala, après toutes les dépenses d'énergie qu'il y a eu de ce côté-là, on peut déjà commencer à penser qu'il risque de ne pas être en surcompensation, sauf si certaines techniques de récupération qui sont bien maîtrisées sont appliquées. Mais simplement, les Lions voyagent. Ils voyagent et ils arrivent à Kampala. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ne s'entraînent pas. Alors qu'il y a un type d'entraînement qui aide à une régénération un peu plus rapide. Et là, ils ne s'entraînent pas. Donc, non seulement à Garoua, ils n'étaient pas au milieu de leur faute. Quand ils arrivent, ils s'enfoncent encore plus. Et ils vont donc jouer le match d'hier en étant... Moi, c'est-à-dire le préparateur physique, quand je vois, après 10 minutes de jeu, je sais que non, le match, c'est bon, on va bien souffrir. C'est-à-dire c'était visible que les gars, là, physiquement, n'étaient pas bien. Ils n'étaient pas bien. Ils étaient dans ce qu'on appelle une situation d'échec. C'est-à-dire une étude qui avait été faite par Zakaria Lapsieo, les appuis qui sont défectueux, c'est-à-dire la qualité des passes, les choix même qui peuvent être questionnables et tout, parce qu'à certains moments, le cerveau n'est pas très bien oxygéné. Il y a plein de choses dont on se rend compte. Maintenant, on arrive dans ce match-là qu'on est en train de jouer. Les intentions sont là. Les Lions ont le ballon. Essayent de le faire circuler face à un bloc, le bloc zimbabwéen, qui est en place, assez bien organisé et tout, qui ne laisse pas beaucoup d'espace. Tactiquement, la réponse à donner dans ces circonstances, c'est de procéder par attaque placée. Parce que le bloc est en place, vous ne pouvez pas aller par attaque rapide, vous allez perdre bêtement le ballon sur un plan statistique. Donc c'est une science le football, c'est une science de probabilité. On a beau dire que c'est pas une science exacte et tout, même la médecine, on va dire donc qu'elle n'est pas une science exacte. Tous les jours on soigne, les gens ils meurent.
Mais les probabilités de guérison, quand tu suis une certaine thérapie, permettent d'espérer une guérison. Et de même, au niveau, par exemple, du football, à ce moment-là, donc sur un plan statistique, il vaut mieux passer par attaque placée. Et quand on donne la construction du jeu pour pouvoir passer, mais quand on invoque les attaques placées, c'est 4 éléments. Quand on dit attaque placée, dès que vous êtes conscient que ces 4 éléments, vous allez vous rendre compte à ce moment-là où le problème va se poser et vous allez comprendre pourquoi ce problème se pose. Donc les 4 éléments, c'est la maîtrise collective, c'est-à-dire cette circulation de balle que vous voyez souvent, c'est le jeu en mouvement, c'est la création des espaces et maintenant la capacité, l'art qu'une équipe a à désarçonner la défense adverse. Là, lorsque vous voyez, qu'est-ce qu'on a vu? Les Lions avaient bien le ballon, ils essayaient de le faire circuler, mais le jeu était trop statique. Il n'y avait pas de mouvement. Aucun. Oui, il n'y avait pas de mouvement. Aucun. Et quand tu vas te demander pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de mouvement, et le fait qu'il n'y avait pas de mouvement, il y avait peu d'espace qui était créé parce que les adversaires, eux, ils compactaient. Et les espaces n'étaient donc pas disponibles. Et pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de mouvement? Parce que physiquement, il n'était pas bien. Physiquement, il n'était pas bien. Pourquoi est-ce que vous auriez voulu qu'il y ait de mouvement? Pour moi, c'était suffisamment. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'après, on va dire, il est ceci. Non, on n'a pas besoin d'être églysien ou hibou pour comprendre certains. C'est le technicien qui parle. Là, à ce moment-là, donc, il y a donc un problème qui va se poser. Et là, qu'est-ce que les Lions vont essayer de faire? À certains moments, ils vont essayer de contourner la défense, le bloc défensif zimbabwéen. Du côté droit, Mbemo libérait souvent le couloir pour permettre à Jackson Tchatchoua de passer et de faire des centres. Du côté gauche, nous ne montait pas beaucoup. Encore que pour moi, ça a été, il me semble que je ne suis pas convaincu que ça a été une très bonne décision de l'avoir aligné. Parce que dans le match précédent, le match de Garoua, il se plaint d'un problème musculaire. Il nous semble, parce que oui, il sort à la 16e minute pour un problème musculaire. Et un problème musculaire ne se résolve pas comme ça. 72 heures après, on est d'appoint. Sauf si, n'entrons pas dans les mains. C'est pour ça qu'il a dit, mais pourquoi est-ce qu'on lui a permis de... Il n'y avait pas quelqu'un d'autre. Si je suis conscient, Claubert, que tu as un souci musculaire et que tu... quand on va te demander, tu vas dire que tu joues Non, moi je te prends la veille ou l'avant-veille du mois, je te fais faire, comment dire, le charter ou bien quelques sprints sur 15-20 mètres. Dès que si tu y vas à fond, si tu as un souci musculaire, ça va se faire. Tout le monde va se rendre compte de ça. Mais comme ils ne se sont pas entraînés, on ne s'est probablement pas rendu compte de ça et peut-être qu'on s'est appuyé là-dessus. Mais normalement, les entraîneurs, les techniciens d'expérience savent que c'est très risqué dans ce cas-là. Bon, maintenant, il est donc arrivé. Bon, donc, du côté droit, c'est Tchatchoua qui montait beaucoup plus. Mbemo lui libérait le couloir. Du côté gauche, c'était Bassoro qui lui-même faisait l'effort, par exemple, de centrer autres. Mais le bloc adverse était en place. On a pu peut-être parfois se montrer un peu de... Mais pas le fait donc que le jeu manquait de mouvement et qu'il n'y avait pas la création des espaces, en essayant donc de désarçonner en passant par les côtés, parfois ça ne... Parce que Abou n'est plus le même Abou qu'on a, c'est-à-dire d'il y a quelques années, mais seulement s'il reçoit un bon ballon dans la surface de réparation, il peut peut-être faire l'affaire. Et c'est là encore le lieu peut-être d'interroger que si, en se basant sur le fait que, de tout ce que j'ai dit là, si on anticipe les problèmes qu'il y a eu au niveau de Garoua, le fait qu'on ne se soit pas entraîné, donc forcément avec les joueurs qui ne seront pas au meilleur de leur forme, est-ce qu'on n'aurait pas pu peut-être changer une ou deux choses? Est-ce qu'on était obligé de repartir exactement avec le même avec le même 11 entrées et peut-être de maintenir certains joueurs un peu trop longtemps sur le terrain? Mais bon, c'est les entraîneurs qui vivent avec vous savez aussi, nous les entraîneurs, on a parfois le défaut que, oui, c'est un défaut que lorsque les choses ont marché, on a tendance à les reconduire. Nous sommes des humains. Pour ça, nous sommes des humains. On ne peut pas nous faire ce reproche. Maintenant, pour désarçonner, donc, dans l'axe, il y a eu peu d'actions qui ont été menées dans l'axe. On pouvait combiner dans l'axe pour essayer d'obtenir des coups francs, des fautes au niveau de... Là, on a obtenu des coups francs, mais les coups francs étaient toujours décalés. C'était des coups francs qui étaient toujours décalés. Si vous obtenez un coup franc dans l'axe, même si l'équipe adverse est en défense renforcée, son mur sera à 9,15 m. Donc, si vous avez un bon tireur de coup franc, qui peut tirer directement dans les 20-22 mètres, qui peut tirer directement, on s'en fout de savoir si l'équipe adverse est en bloc renforcé ou pas. Donc, vos chances de réussite restent à peu près les mêmes. Par exemple, il faut, entre autres, tirer, donc combiner dans l'axe et tirer. Quand vous tirez des 20-25 mètres, qu'est-ce qui va se passer? Le gardien, parce que vous-même, la défense adverse aura fait une bonne densité, donc souvent, le gardien est masqué. Il ne voit pas le départ du ballon. Vous avez vu le ballon de Koundé, ce que ça a failli faire. Le gardien ne voit pas le départ du ballon. Il sera peut-être en train de réagir. Bon,
Et là, ça peut le surprendre. Et même un pied, même si c'est un pied d'un défenseur, peut contrer le ballon, peut dévier le ballon, ça peut rentrer. Généralement, qu'est-ce que ça va faire? Les défenseurs, s'ils se rendent compte que vous pouvez être dangereux dans ce sens-là, immédiatement, ils vont monter pour vous empêcher de tirer. Et s'ils montent pour vous empêcher de tirer, ils vont élargir les dimensions de leur propre bloc équipe. Et à ce moment-là, ça laisse quelques trous que vous pouvez éventuellement exploiter. Mais il faut dire que les Lions, dans ce match-là, n'étant pas bien sur le plan physique, il était difficile d'envisager toutes les choses dont je suis en train de parler. Cependant, les Lions auraient pu marquer le ballon, le centre de Tchatchoua que Abou reprend et qui va hors là. S'il va dans le but, ça peut donner la victoire aux Lions. Alors, Ghislain, le coach, si on comprend un tout petit peu le raisonnement du coach Billet Tanga par rapport à tout ce qu'il a évoqué ici, on a, pour ce début des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Maroc 2025, on a eu ce qu'on peut peut-être appeler une préparation ratée dès le départ. Comme le disait, on s'entraîne à Yaoundé, on va jouer à Garoua sous la chaleur. Et on quitte Garoua, on arrive à Kampala, on ne s'entraîne pas. Et on fait match nul face au Zimbabwe, 0 but partout comme on l'a vu hier. Donc, pour vous, est-ce qu'au finish, ces différents résultats, ça vous surprend? Namibie a quand même pu gagner, malgré tout. Et puis, hier, devant le Zimbabwe, c'était très, très compliqué. Bon, j'ai toujours l'habitude de le dire, le football est scientifique. Le football est scientifique. Quand on s'entraîne, c'est comme ça qu'on joue. Et quand c'est faussé, quand ces bases scientifiques sont faussées, on ne peut qu'à s'attendre à ce genre de résultats. Le climat de Yaoundé et de Garoua, c'est deux choses vraiment diamétralement opposées. C'est comme si on était dans deux pays. Et qui dit deux pays, n'est-ce pas, appelle à une acclimatation. Un peu. Donc on quitte Yaoundé, on va jouer à Garoua, sur cette température et tout. C'est comme si on se trouvait à l'extérieur. Bon, le match de Garoua, je pense qu'il y avait même encore beaucoup de choses à faire parce que bon, nous sommes arrivés là-bas comme des étrangers. On ne s'est pas acclimaté. Il y a des joueurs dans le groupe qui ont joué pour la première fois là-bas et tout. On gagne. Heureusement, 1-0, pourtant un match assez ouvert, c'est vrai, beaucoup de noms ont été faussés ce jour-là. Et lorsqu'on quitte Garoua pour... Ça veut dire qu'on aurait pu gagner par 2-3-0. Par 2-3, voilà, le match était assez ouvert, il faut le reconnaître. Lorsqu'on quitte Garoua pour Kampala, on n'a pas eu le temps, n'est-ce pas, de s'entraîner. On a 72 heures qui nous séparent du match de Garoua. Et 72 heures, comme le coach Billet Tanga. Il faut toujours préciser, indépendamment des raisons pour lesquelles ils se sont pas entraînés. Là-bas, c'est autre chose. Mais ils se sont pas entraînés. C'est-à-dire le technicien, lui, il dit seulement on ne s'est pas entraîné. Non, indépendamment des raisons. On a travaillé à Yaoundé pour aller jouer à Garoua. Indépendamment des raisons qui ont fait qu'il faut partir. Mais voilà le constat que le technicien lui fait. Voilà, que j'aimerais que nous soyons scientifiques. Là, nous parlons, n'est-ce pas, des bases, des données scientifiques. Ils ne sont pas entraînés, n'est-ce pas, des 72 et qui séparent les deux rencontres. Voilà. Pourtant, le même jour, ils ont pris le vol. Il y a un dégraissage qu'il faut faire. Il y a des corrections qu'il faut faire par rapport au match de Garoua. Il y a une nouvelle organisation même qu'il faut entreprendre et pourquoi pas projeter, n'est-ce pas, d'autres stratégies pour la rencontre à venir. Tout ça n'a pas été fait. On s'attend à quel résultat? Et moi, je pensais même, n'est-ce pas, que dès que le match a commencé à la 10e, 12e minute, j'étais convaincu qu'on pouvait perdre ce match. Seulement, nous avons dans notre groupe des joueurs suffisamment expérimentés, malgré la charge ou bien je vais appeler ça l'acide qui était encore présent dans les muscles, ils ont pu tenir parce qu'il faut comprendre que ces joueurs étaient vraiment lourds. Et cette lourdeur-là vient du fait, n'est-ce pas, qu'on n'a pas dressé les muscles, qu'on ne s'est pas suffisamment oxygéné, qu'on n'a pas utilisé tous les canons qui entretiennent, n'est-ce pas, la performance, surtout lorsqu'on sort d'une rencontre comme celle de Garoua avec le climat qui est là-bas. Donc, cette rencontre, le résultat, nous allons parler de chaleur,
c'est tout simplement des données scientifiques qui n'ont pas été respectées. Et on a eu les résultats qu'on a pu avoir. Colbert ayant pas. Peut-être une réaction sur les 4 remplacements effectués par Marc Brice. C'est quelque chose. C'était prévisible parce que je ne tenais plus. C'était prévisible. Pour vous, c'est venu tard ou pas? Non, je pense même que c'est venu très tard parce que il a fait le remplacement à la 69e minute. C'est venu très tard parce qu'il aurait dû commencer même plus tôt pour permettre aux autres, n'est-ce pas, d'apporter du sang. Pourquoi pas utiliser les joueurs qui n'ont pas eu suffisamment de temps de jeu à Garoua, étant donné que on ne sait pas suffisamment. On n'a pas utilisé les moyens scientifiques de récupération. Voilà, on pouvait aussi opter à utiliser plutôt les joueurs qui n'ont pas eu suffisamment de temps de jeu à Garoua. C'est nous qui allions aussi dire que pourquoi il a 3 équipes. Parce que c'est comme ça le Cameroun. C'est ça, parce que l'une des solutions aurait été peut-être peut-être qu'eux-mêmes ne s'attendaient pas à rencontrer autant de difficultés. L'une des solutions aurait peut-être été de faire un petit turnover. Parce que c'est vrai, on va dire que... mais le gars qui n'a pas joué à Garoua, tu vois, lui, il a au moins l'inconvénient de ne pas avoir plongé. C'est-à-dire il n'a pas puisé fortement dans ses réserves pour être... donc, peut-être que lui, il aurait pu... Vous avez vu, la rentrée de Magui, ça a été quand même... quoi qu'on dise, il était plus ainsi de suite. Et il faut aussi te dire compte de certaines choses. C'est que Abou, aujourd'hui, c'est le buteur de l'équipe. Mais Abou, il y a certains efforts qu'il ne fait plus. Quand tu as Abou et Christian Bassoro, par exemple, sur le terrain, il te sera difficile de faire l'oppression, le contre-pression. C'est-à-dire, indépendamment, le projet de jeu me semble suffisamment bon. Les Lions ont le ballon, on applique les règles élémentaires de la défense permanente avec parfois une ligne défensive qui reste avec 3 et Carlos Baliba qui est devant la défense. Ça fait qu'en cas de perte de balle, même si des situations de contre-attaque, on trouve qu'il y a déjà quelque chose qui est là, le contre-pression qu'on fait à la perte de balle et tout machin. Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu donner, comme Justin est en train de dire, peut-être plus de temps de jeu aux gars qui, eux, n'avaient pas joué à Garoua et qui ne traînaient pas nécessairement certaines charges, ça aurait été... Vous savez, nous avons aussi le défaut. Quand tu as le buteur de ton équipe, parfois c'est... En tant qu'humain, le buteur de ton équipe, tu as tendance à lui faire confiance parfois de façon exagérée. Parce que le match d'hier, logiquement, je me demande comment est-ce que Abou a terminé le match jusqu'à la fin du match. Comment est-ce qu'il a pu terminer ce match? Mais peut-être que dans la tête de l'entraîneur, c'était qu'à un moment ou un autre, une action peut arriver là. Il marque, mais je pense qu'on aurait peut-être dû le sortir. Vous souhaitez réagir rapidement? Oui, je souhaitais réagir rapidement par rapport à ça. C'est qu'en fait, là, nous sommes en face de techniciens, vous voyez. Mais le petit monde qui écoute la radio, qui regarde la télé, qui ne maîtrise pas l'oxygénation ou alors la climatation, voilà. Lui, à partir du moment où, vous voyez un peu, nous allions telle équipe à Garoua, nous allions une autre à Kampala. Et si on arrivait peut-être à faire le même match nul, vous voyez un peu, il y aurait eu un haut en disant, mais il recommence peut-être avec les anciennes méthodes de X ou Y où on n'a pas d'équipe type, ainsi de suite. Alors que, en fait, c'est dans la conception de la chose, parce que là, maintenant, avec les explications que Billet Tanga vient de donner, vous voyez un peu, l'analyse que je suis peut maîtriser un tout petit peu ce genre de choses, mais le gars au quartier, lui, ne sait pas ça. On va te dire, pourquoi il n'a pas mis Zambo? Pourquoi il n'a pas mis Aboubakar Vincent? Pourquoi il n'a pas mis un tel? Ou bien pourquoi il n'a pas mis un tel? Et si, je dis, en ce moment-là, la seule issue possible pour que les analyses ne soient pas moins visibles, moins bonnes dans les chaumières, c'est juste uniquement la victoire. À partir du moment où on sort du carcan de la non-victoire, les anciens démons naissent une fois de plus. Je voulais rebondir par rapport à ce point-là, avant qu'on entre dans le vif du sujet. Vous savez, c'était aussi une situation assez inédite et spéciale. Et dites-vous que le coach, par exemple, il voulait certainement, je n'en suis pas sûr, mais c'est une éventualité, maintenir la dynamique de groupe et ses soldats avec lui. Imaginez-vous qu'à la veille du match ou le matin du match, qu'il interroge ses premiers lieutenants Aboubakar, Ngade, Zambo Anguissa, et leur demande s'ils sont prêts, comment est-ce qu'ils se sentent, et qu'ils disent nous sommes prêts, et que lui prenne peut-être la décision de les mettre au banc,
comment est-ce que son vestiaire réagit. Et en ce moment où, pour lui, c'est un combat aussi de démontrer qu'il tient son groupe, ce serait aussi un risque pour lui. Il se dit, ok, si c'est une faillite, ce sera donc une faillite collective et chacun prendra sa part, mais au moins, je ne perdrai pas mes soldats dans la bataille. Et puis en plus, pour renchérir du côté de ce que Clover dit, en général, lorsque vous perdez, il vaut mieux perdre avec vos meilleurs ennemis. On vous fera moins de repos. Oui, justement, c'est ça que je voulais dire, j'ai dit tout à l'heure. D'accord. Alors, Colbert, peut-être pour évoquer cette fois les raisons même qui ont conduit à ce résultat nul qu'on a pu avoir hier. Est-ce qu'il faut peut-être aller les chercher dans les facteurs extra sportifs? Oui, il faut aller les chercher dans les facteurs extra-sportifs. Et je crois l'heure est très grave. Lydie, l'heure est très grave. Et nous qui avons la chance, quand vous nous faites le plaisir de nous inviter, d'être écoutés par les gens, avons un devoir d'honnêteté vis-à-vis de ceux qui nous écoutent. Pas de langue de bois, essayer de dire les choses telles qu'elles sont. Parce que toutes les analyses que nous faisons aujourd'hui, les analyses techniques, elles sont scientifiques, elles sont vraies, mais nous savons tous qu'il y a un problème principal qui est là, un passif qui n'a pas été soldé, et je vais essayer d'aller droit au but. Depuis la nomination de Marc Brice, il y a un conflit ouvert entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football. J'estime pour ma part aujourd'hui, sans entrer dans les détails, que les pouvoirs publics, en tête desquels le gouvernement, ont failli. Parce qu'il ne revient pas à la Fédération camerounaise de football aujourd'hui de trouver la solution à ce problème-là, puisqu'elle n'a pas les moyens d'État pour siffler la fin de la récréation. Si une fédération, fût-elle la Fédération camerounaise de football, est en conflit avec un démembrement avec un membre du gouvernement, un ministère qui est le ministère des Sports, il faut une hiérarchie supérieure donc au ministère des Sports pour siffler la fin de la récréation. Et on se rend bien à l'évidence que la situation a pourri, et aujourd'hui, même la parole du premier des ministres n'a pas pu siffler la fin de la récréation. Donc, il faut aller chercher au-delà du premier ministre. Ce n'est pas un problème judiciaire, ce n'est pas un problème législatif, ce n'est que l'exécutif qui peut le trancher. Et la situation est tellement grave aujourd'hui qu'elle impose que nous ne repartions pas en octobre avec cette même folie. Parce que c'est grave. Nous sommes la risée du monde entier. Quand on regarde le match des Lions indomptables, les commentaires n'ont rien à voir avec le football. C'est le ridicule. Donc aujourd'hui, il est important de siffler la fin de la récréation. Si, peu importe le conflit qu'il y a entre le MINSEP et la FECAFOOT, on ne peut pas se réjouir du fait que le MINSEP soit aujourd'hui celui qui a la charge de l'organisation du match des Lions indomptables. Que l'on soit d'accord avec la manière de gérer de la fédération ou pas, on ne peut pas se réjouir de cela, et ça ne peut pas être une situation qui devrait perdurer. Donc, soit vous faites confiance à la fédération, elle qui est l'organe technique, et vous lui donnez la possibilité de gérer, ou alors vous ne lui faites pas confiance et vous tirez les décisions qui s'imposent. Elles peuvent être un retrait de l'agrément et redonner l'agrément à ceux à qui vous faites confiance. Mais si vous dites qu'il y a une fédération camerounaise de football, une fédération nationale de football, elle doit pouvoir avoir la possibilité de décider. Donc les différents conflits qu'il y a là aujourd'hui qui pourrissent, dans le monde, il y a 3 types de collaboration entre les États ou alors les gouvernements et les fédérations. Il y a des fédérations qui sont complètement autonomes, où l'État
assure simplement son droit de souveraineté. Vous prenez les grandes fédérations comme la France, comme l'Allemagne, la fédération s'autofinance, même si de temps en temps, il y a intervention de l'État et elle recrute l'entraîneur, elle n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Dans les pays africains, il y a deux formes. Il y a des fédérations comme le Nigeria, comme l'Afrique du Sud, qui financent la fédération, mais qui assurent simplement le tutorat. Donc laisse la fédération. On peut prendre dans cet exemple aussi la Côte d'Ivoire. Vous n'avez jamais entendu que le ministère des Sports a lancé un avis pour recruter un entraîneur en Côte d'Ivoire. Pourtant, c'est l'État qui finance la Côte d'Ivoire. Et maintenant, le Cameroun est dans le dernier bloc où l'État finance, mais est aussi belligérant dans la gestion de l'équipe nationale. Donc aujourd'hui, il faut clarifier exactement les choses. On ne leur demande pas d'être complices. Parce que complice, au Cameroun, veut dire chop à chop. Ça veut dire s'entendre pour se partager le magot. On dit simplement l'État doit rester État et assurer sa tutelle sur le football, mais on doit pouvoir clarifier les choses parce que ce qui se passe aujourd'hui ne peut pas. Tout ce qui en découle, juger l'entraîneur, juger ceci, juger, il y a des comportements impardonnables de l'entraîneur, mais qui ne sont pas le vrai problème, parce que si on se limite à commenter que l'entraîneur a fait ceci ou cela, c'est laisser le véritable problème et commencer à résoudre un problème qui n'en est pas le principal. Si on se met aujourd'hui à juger les agissements de la fédération a fait ceci ou cela, c'est vrai que ce soit condamnable ou pas, ce n'est pas le véritable problème aujourd'hui, ou les agissements de certains, ce n'est pas le véritable problème aujourd'hui. Le problème de fond, c'est qu'il y a un conflit, un passif qui n'a pas été soldé et aujourd'hui on fait semblant. Chacun se dit, ok, je ne vais pas franchir la ligne rouge. La ligne rouge dans leur esprit, c'est ne pas ouvertement provoquer la suspension du Cameroun ou la perte du Cameroun par tapis vert. Sauf que dans leurs agissements, ils causent plus de mal. Parce que quand vous regardez, et les techniciens le disaient tout à l'heure, quand vous regardez l'image que le Cameroun a donnée, vous avez un entraîneur qui est au bord de la dépression. Parce que quand vous voyez la conférence d'avant et d'après match, il n'est pas en lui. Vous voyez des joueurs qui, sur le stade, ont démontré qu'ils sont complètement hors d'eux. Ce n'est pas la volonté qui leur manque, parce que par le passé, ils ont montré qu'ils pouvaient mouiller le maillot. Ils sont complètement hors d'eux. Donc, si on continue à rafistoler, à essayer de rafistoler, à un moment, ça va véritablement exploser. Donc, aujourd'hui, j'en appelle avec gravité aux plus hautes autorités à la tête desquelles le premier sportif camerounais pour prendre ses responsabilités et prendre des mesures fortes pour clarifier. Le mot doit être clarifié parce qu'aujourd'hui, chacun interprète de sa façon. Vous avez deux professeurs de droit qui se mettent, ils ont appris le droit, mais chacun essaie selon l'obédience qu'il défend ou selon le montant du virement qu'il a reçu. Chacun essaie d'orienter sa défense à son moment. Donc on devrait arriver à la clarté que l'entraîneur soit le patron technique de l'équipe, que la fédération soit l'instance technique qui administre le football, que le ministère des Sports soit l'organe tutrice de la fédération et du mouvement sportif au Cameroun, et qu'à la tête que le gouvernement gouverne. Mais on ne doit pas prendre en otage les joueurs, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les joueurs sont pris en otage. Quand on convoque les joueurs, on doit les mettre dans les conditions idéales pour défendre le Cameroun, mais pas savoir si Abou est plutôt tendance Fekafou ou tendance Misset. Non, ce sont les joueurs du Cameroun et on ne devrait pas les mettre dans le doute. On ne devrait pas les amener à choisir. Les amener à choisir, c'est les amener à choisir le Cameroun, pas choisir un camp. Alors, Serge Zambo, on a écouté Colbert Ayompan. Il estime que la situation est très très grave, mais est-ce qu'il y avait
Est-ce que c'était, comment je vais dire ça, inévitable? Moi, je commencerai par dire, je reviens toujours par le passé. Il me souvient, c'était inévitable, hein, mais il me souvient que 2 semaines avant l'arrivée de Samba à la tête de l'équipe nationale, bon, c'est peut-être nous qui l'avons voulu, hein, parce qu'à un moment donné, on a dit on ne veut plus trop de blancs, qu'on essaie aussi avec un national. Parce que Cissé était venu gagner la Coupe d'Afrique au Cameroun. Bon, il fallait aussi peut-être un Rastaman. Alors, le ministre à Actualité Hebdo annonce, lui qui est la tutelle, annonce qu'il a décidé de continuer avec Conceição. 2 semaines après, une lettre vient de la présidence, qu'on brandit au ministre. On dit non, ce n'est pas ça. On a décidé que ce sera Samba Anak. Et vous faites même un papier ici où vous dites que Eto'o recadre le ministre. Bon, c'est là la genèse. Parce que quand il dit, ce n'était pas dormant, c'est ça la genèse. Alors le ministre rumine. Et tout est parti. Là, je le rejoins un tout petit peu. C'est calme, hein? Le ministre a dit, ok, allez-y, il n'y a pas eu de problème. On a fait tout ce qu'il fallait pour que les Lions, il y a eu des compétitions, il y a eu la CAN, il y a eu la Coupe du Monde, pour que les Lions puissent être à l'aise. Et ça, je le reconnais sous cette présidence, au niveau du traitement des joueurs. Ça, il n'y a rien à dire. Et on n'a plus jamais entendu parler de problème de primes. Même les conditions sont adéquates. Il fallait voir l'avion dans lequel les gars sont partis du Cameroun pour pouvoir rejoindre le Qatar. Donc la gestion à ce niveau, elle est bonne. Alors, nous sommes donc le 10 février. Il y a un discours du chef de l'État, du premier Camerounais, qui est prononcé. Et là-dedans, il dit, j'ai donné instruction au gouvernement à travers le ministre en charge des sports. Moi, je dis encore que jusqu'ici, le ministre des Sports est encore couché tranquillement chez lui, c'est que c'est comme avant. Alors, quand le discours arrive, je ne sais donc pas. A-t-il outrepassé, comme il dit, parce qu'il y a 2 agrégés, a-t-il outrepassé ce que le discours a dit ou ne l'a-t-il pas outrepassé? Bon, il aurait été peut-être de bon ton. Que lorsque le discours était, comme tu as dit, qu'est-ce que c'était évitable? Effectivement, c'était évitable. Lorsque le discours arrive, quand on s'asseye, la FECAFOOT, là, le ministère ici, ils disent que bon, voilà. Parce que quand il dit que beaucoup de moyens ont été consentis, les moyens passent par la tutelle et ainsi de suite. La FECAFOOT devait s'asseoir en face et là, on dit bon, le premier sportif a parlé. Voilà ce qu'il a dit. Comment est-ce qu'on réorganise les choses? Moi, je pense que si ça avait été fait comme ça au départ, les choses, on ne pouvait pas arriver là. Bon, lui, peut-être, lui, il comprend qu'on lui donne donc l'occasion. Lui aussi, ayant ruminé ce qui s'est passé il y a quelque temps, on lui donne donc l'occasion peut-être de faire un peu la peau à la Fédération camerounaise de football. Il va très, très rapidement aller prendre un coach. Et puis, Colobert, il le sait, la situation du Cameroun est tellement différente. Tu as parlé tout à l'heure, je vais dans ton moulin, hein, sauf qu'il y a peut-être des petites choses que je vais ajouter. Tu as dit qu'il y a des fédérations qui sont autonomes. Il y a d'autres qui sont semi-autonomes, je peux le dire comme ça. Il y a d'autres qui ne le sont pas du tout. La situation au Cameroun est quand même complexe. C'est que nous ne sommes pas très autonomes. Il y a la fédération, il y a le MINSEP et il y a une convention. C'est là où il y a des problèmes. Il y a une convention. Ça, je laisse un peu, je balaye ce côté. Même au niveau des infrastructures. À l'époque, les infrastructures étaient gérées par le ministère des Sports. Ouais. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? On dit, il y a le ministre des Sports, il y a UNES, et qui a été créé par décret présidentiel. Ça veut dire que c'est la volonté du premier sportif camerounais. Bon, maintenant, il y a ça. Et également, il y a la FECAFOOT. Donc, vous n'avez pas... Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, pour pouvoir acquérir quelque chose jusqu'au bout, il faut que toutes les entités-là parlent de la même voix. Et regardez aussi, et là aussi je dis, c'est quelque chose de bizarre. Lorsque on dit de l'autre côté, à la présidence, c'est Samba Anak qui sera le coach du Cameroun, le ministre, comme j'ai dit, il rumine. Maintenant, on lui donne la possibilité, on crée l'ONIES, on lui dit, bon voilà, c'est toi qui es en charge de tout ce qui est domaine sport. Nomme quelqu'un au niveau de l'ONIES.
Il s'en va prendre qui? Il s'en va prendre Joseph Antoine, qui jadis à un moment voulait être président de l'Africa Foot. Et vous savez ce qu'il y a eu avec le président actuel. Vous voyez un peu? Donc, c'est encore une situation de conflit qu'on aurait encore pu éviter. Vous voyez un peu? Ça, il faut être clair. Bon, maintenant, vous voyez donc là, il y a le ministre des Sports, qui a le discours du chef de l'État. Ici, il y a l'ONIES, qui était en situation de conflit. Et ici, il y a l'Africa Foot. L'Africa Foot, elle jouit des prérogatives que lui donne la CAF et la FIFA. Elle va le faire donc valoir, ce qui est tout à fait normal. Mais elle va donc se buter au fait que nous, qui sommes semi-autonomes, parce que chez nous, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que le sport est encore le foot, le sport un peu en général, et le foot en particulier, et encore gérer les fonds, sortent encore des caisses de l'État. Si l'Africa Foot avait été autonome, je ne pense pas qu'on serait arrivé là. Mais tu as posé la question de savoir si c'était évitable. Je t'ai expliqué exactement ce qui aurait dû être fait pour qu'on n'en arrive pas là. Aujourd'hui, effectivement, nous sommes la risée de tout le monde. Il y a des faits, des contre-faits. Qui dit quoi? Qui fait quoi? On discute même jusqu'à l'hôtel. Après, peut-être on discutera le taxi qui va prendre les lions pour les amener à ceci. Et j'ai vu des situations aberrantes où on est allé prendre les U20, ainsi de suite. Vraiment, de grâce. Ça, je le dis de grâce. On aurait vraiment pu éviter. Et, comme il l'a dit, il a lancé un cri. Il faille que, avant qu'on aille en octobre, que tout cela puisse... C'est plus loin. Hein? Oui, c'est plus loin. Que tout cela puisse... Voilà. Et puis, il y a eu encore des choses aujourd'hui. Je ne veux pas revenir là-dessus parce que ce n'était pas officiel ou pas, j'en sais pas trop. Mais bon, voilà. Un tout petit peu. Rapidement, je voulais rapidement rebondir, pas contredire ce qu'il a dit, parce qu'il a dit des choses intéressantes. Pour lui dire, on peut... l'origine du conflit, on peut encore plus remonter. Parce que pourquoi il y a Actualité Hebdo? Pourquoi il y a Actualité Hebdo? Il y a Actualité Hebdo parce que le ministre estime qu'il a qualité pour pouvoir dire un certain nombre de choses. Il y a Actualité Hebdo parce qu'il y a la convention. C'est lui qui parlait de la convention. Mais pourquoi est-ce qu'il y a la convention? C'est pas moi qui parle de la convention. Moi, je l'ai trouvé. Hein. Oui, non. Vous avez évoqué convention. Je veux utiliser pour essayer de mieux expliquer les choses. Quand nous sortons, c'est pour que les gens comprennent exactement d'où vient le problème et peut-être que ça peut aider à l'heure aux autres. Quand nous sortons de la Coupe du Monde en 2010, la Coupe du Monde catastrophique, le président essaye de mettre sur pied voilà, les états généraux et des conclusions sont tirées. On se rend à l'évidence que dans les responsabilités, que ce soit le ministère ou l'Africa Foot, les deux se tirent la responsabilité. La Coupe du Monde en Afrique du Sud n'est pas mieux. Vous connaissez le conflit avec le drapeau, avec les joueurs qui voyagent avec les sacs d'argent, mais il y a un événement très très important en 2014. C'est qu'en 2014, le président du comité de normalisation, c'est le professeur Ona, le ministre des Sports, c'est Adoum Garoua. Qui est le professeur Ona? Le professeur Ona, c'est un ancien ministre des Sports qui a eu beaucoup de problèmes avec l'Africa Foot et surtout avec la FIFA, qui s'est même déplacé 2 fois pour aller à la FIFA, discuter avec Blatter et leur expliquer qu'au Cameroun, comme il le disait, c'est quelque chose d'assez spécial dont on ne peut pas parler d'ingérence parce que le problème a toujours tourné autour de l'ingérence. L'ingérence, tout à fait. Et à la suite de cela, en septembre 2014, il y a donc le décret du président de la République qui décide de confier la gestion administrative, sportive et technique de l'équipe nationale à la Fédération camerounaise de football. Ça veut dire que le ministère des Sports perd le pouvoir qu'il avait sur la Fédération camerounaise de football en 2014 par le décret. Quand le professeur Ona devient donc président du comité de normalisation, maintenant il est plutôt dans l'autre rôle du président de l'Africa Foot, mais il sait qu'il est un ancien haut fonctionnaire qui demain peut encore rebondir. Son avenir n'est pas dans le football, son avenir c'est plutôt dans l'administration. Il facilite donc
la signature de cette convention-là avec le ministre Adoum Garoua. Vous vous rappelez que Adoum Garoua donnait du excellence au professeur Oona. Pourtant, c'est lui qui était le ministre. Le professeur Oona était le président du comité de normalisation, mais Adoum Garoua l'appelait excellence. Il y avait quand même une relation presque de père et fils entre les deux. Donc, il facilite la signature de cette convention-là, où la Fédération camerounaise de football remet presque une partie de son pouvoir au ministère, partage son pouvoir avec le ministère du Sport. Tout à fait. Voilà comment vient la convention. Donc l'équipe nationale que le président de la République, par le décret, avait remis à la Fédération camerounaise de football. La Fédération camerounaise de football, par le comité de normalisation, le remet. Mais je prends cet exemple pourquoi? Parce qu'à partir de ce jour, on savait bien que le jour où un têtu va arriver à la tête... qu'on va mettre un têtu. Oui, donc le jour où, je préfère pas mettre, je préfère le jour où un têtu... Vous savez, les mots sont très importants. Surtout en ce temps-ci. Le jour où un têtu va arriver à la tête de la Fédération camerounaise de football, ça va, il y aura accrochage. Donc, après le professeur Oona, on a Tombi Aroko qui lui-même est empêtré dans les trucs de mal-élection et tout le reste qui saute après. Après, il y a le comité de normalisation de Maître Dieudonné Api. Après, il y a... il n'y a vraiment pas de têtus, c'est les enfants du système. Et maintenant, vient le président de la FECAFOOT actuel. Donc, et voilà, directement, il y a opposition. Ce qu'on ne dit pas, c'était que quelques jours après la fin de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, donc avant que le ministre n'aille à Actualité Hebdo, le président de la FECAFOOT lui signale qu'il va mettre un terme au contrat de Conceição. Donc ça craque entre les deux, parce que lui ayant dit, le ministre va quand même à Actualité Hebdo, dit qu'en tant que professeur, il donnerait une bonne note et que Conceição, et ça crée le choc entre les deux. Et la suite, c'est celle qu'on connaît, la naissance des hautes instructions, diversement appréciées. Donc voilà d'où vient le problème. Et c'est pour ça que je disais qu'aujourd'hui, le mot fort doit être clarification, pour qu'il n'y ait plus de doute, pour qu'on ne soit plus là à dire mise à disposition veut dire ceci, c'est un terme du droit administratif, mais mise à disposition ne concerne que les Camerounais. Vraiment, c'est des détails où, avec une loi claire, une décision claire, on peut clarifier tout cela et on ne tomberait plus dans les problèmes comme aujourd'hui. Prenons le problème du stade. Le problème du stade qui a fatigué. Est-ce qu'on avait besoin de ça? La Fédération camerounaise de football, c'est elle qui choisit sur quel stade on va jouer. Mais en interne, et compte tenu des spécificités camerounaises, elle prend l'avis non contraignant du coach. Ça veut dire que dans toute structure, dans 97% des cas, même si cet avis n'est pas contraignant, c'est l'avis qui à la fin est pris. Mais ce n'est pas un avis contraignant. Elle prend l'avis des pouvoirs publics. Mais quand elle s'est déjà entendue avec le coach, avec le pouvoir public, ça doit simplement être presque informatif. Bien que l'avis des pouvoirs publics est contraignant en ce moment-là. Mais ça devrait être informatif. Donc ça ne devrait pas être un problème. Mais on en est arrivé à une situation maintenant où il fallait bomber le torse et montrer que celui-ci est plus fort que l'autre. Mais c'était difficile pour la CAF, la Confédération africaine de football, de désavouer sa fédération membre. C'était difficile pour elle, parce qu'à la dernière minute, avant la réunion au Premier ministère, il n'y avait que deux alternatives. Soit négocier avec la FECAFOOT pour que la FECAFOOT revienne sur sa décision, ou alors utiliser d'autres moyens pour que la CAF se saisisse du dossier et décide de déprogrammer le match de Garoua.
pour Yaoundé. Mais ça voudrait dire que vous mettez la CAF dans une position où la CAF est obligée de se mettre aux côtés d'un gouvernement pour désavouer son membre. C'était très très difficile. Et la prend l'agrément. Voilà. Non, c'est lui, même si la FECAFOOT prend l'argument. C'est l'erreur que les gens ont commis. C'est l'erreur que les gens ont commis. De dire que comme les stades sont les stades de l'État, c'est l'État qui a le dernier mot. Non, ce n'est pas une erreur. C'est une erreur de résumé. Parce que la CAF ne raisonne pas comme ça. La CAF va suivre l'avis de la FECAFOOT et peut-être sanctionner la FECAFOOT si en fin de compte, le stade là ne remplit pas les critères. Si peut-être en fin de compte, l'État ne donne pas sa caution pour ce stade-là. Si l'État ne donne pas sa caution. Oui. Très bon. La CAF va suivre l'avis de son membre, quitte à sanctionner son membre parce que dans le cahier de charges, il est dit que les pouvoirs publics doivent garantir la sécurité et tout le reste. Mais en fin de compte, la CAF ne jamais la question au gouvernement. La CAF pose la question à son association. Et ce que son association dit, il faut vraiment une mesure extraordinaire. Et la décision qu'a prise le Premier ministre, contrairement à ce n'est pas un choix que le Premier ministre a fait. Le Premier ministre s'est penché du côté le plus normal, le plus légaliste. Puisque le Premier ministre savait que la CAF ne va pas se dédier. Donc il était plus simple pour le Premier ministre de dire je suis la décision de la CAF que de dire je vais à l'encontre de la CAF. Oui, rapidement. Je n'ai jamais vu le communiqué de la CAF. J'ai vu des choses qui changeaient, mais je n'ai pas vu la CAF dire que bon voilà, moi je ne l'ai pas vu. Bon, maintenant, vous étiez en train de dire? Le match s'est joué à Garoua finalement. Oui. Naturellement. Alors, Ghislain, ce conflit entre la fédération, le ministère des Sports, les résultats des Lions indomptables sur le terrain qui commencent à inquiéter un peu, pour vous, il est important de clarifier, pour reprendre le verbe utilisé par Colbert, clarifier le rôle de chacun. Il est plus que urgent de le faire avant les prochaines journées des 16 éliminatoires prévues en octobre. Bon, le thème est clarifié, oui, mais avant toute clarification, je pense qu'il faut que la FEDE travaille dans son autonomie. Il faut partir sur cette base. Bon, depuis l'arrivée du coach Matt Briggs, nous tous, c'est vrai que beaucoup de Camerounais étaient ici pour le départ du coach Rigo Besson. Mais l'arrivée du coach Matt Briggs a été un peu plus mitigée. C'est vrai que le MICEP a nommé le coach Matt Briggs et la FECAFOOT a nommé le même entraîneur. Je ne sais pas si... Voilà. Seulement, les constituants de ce même staff. Mais je pense que ça a été un peu pour... une fédération qui se veut suffisamment grande comme la fédération Cameroun de football, on doit être à ce niveau-là, où on nomme tout un staff. On peut nommer un entraîneur principal, on peut proposer un entraîneur, il constitue son staff. Vous comprenez ça, c'est le team coaching, c'est ça qui se passe. Si on avait permis à Marc Brice, étant donné que c'est le même entraîneur qui a été nommé par le MICEP, que la FEDE aussi a nommé. Maintenant, laissez donc cet entraîneur, n'est-ce pas, constituer son staff. Parce qu'ils ont les deux entités ont été d'accord de la nomination de Marc Brice. Il faut partir de cette base. Maintenant, il ne faut pas que des intérêts personnels ou bien des conflits individuels prennent le dessus sur notre équipe nationale. C'est ce qu'on vit actuellement. Donc, nous prions vraiment que ces deux entités s'entendent et que, parce qu'à la ligne où vont les choses, c'est plus au niveau de la FEDE, du MICEP et même du Premier ministère d'arrêter ce conflit. Ben, il faut l'arbitrage du président de la République, comme on est arrivé à un niveau où personne ne peut écouter l'autre, chacun fait sa guise. Et voilà, depuis le match contre le Cap-Vert, on voit comment les performances de l'équipe nationale sont en train de décroître. Et ça décroît justement parce que sur le plan psychologique, les joueurs ne savent plus à qui croire.
Voilà. On n'est même pas sûr qu'au prochain regroupement, ils viendront. Voilà, parce que vous ne pouvez pas être dans un environnement où vous ne savez pas véritablement qui est avec vous. Le MICEP dans son mot, la Fédé dans son mot. On écrit à vos clubs que vous êtes en villégiature. Le code dans son mot et tout. Donc ça devient. Et ça, c'est la première fois qu'on voit également ça. C'est vrai que moi, je me réserve souvent. On écrit déjà à l'équipe. Je me réserve souvent de parler des choses qui concernent la Fédé et le MICEP, mais à cette allure, c'est le Cameroun qui paie parce que nous n'allons pas gagner un point à l'international avec tout ce qui se passe actuellement. Les médias, n'est-ce pas, se concentrent plus sur les conflits entre le MICEP et la FECAFOOT, de se concentrer sur le jeu que les Lions indomptables produisent. Et c'est lamentable parce que le Cameroun est en train de vivre une situation assez lamentable à l'international. Tout le monde nous voit mal. Pourtant, on a un label Lions indomptables qu'il faut protéger. Au-delà de tout. Tout à fait. On est pratiquement en fin d'émission. Coach Martin Billet Tanga, que faire justement pour assainir définitivement l'environnement des Lions indomptables avant la double confrontation du mois d'octobre entre le Cameroun et évidemment le Kenya. C'est vrai, la FIFA insiste, il faut réviser rapidement la convention de 2015. On est le 11 septembre, prochain match du Cameroun le 7 octobre contre le Kenya, je pense. Est-ce qu'on a le temps de régler rapidement un certain nombre de dysfonctionnements avant la convocation des joueurs? Au moins sur le plan technique, parce que les autres, le plan juridique, administratif, il me semble évident, à mon sens, il me semble évident que ce n'est pas une affaire de texte largement au-delà des textes. Donc il y a plein d'autres choses. Mais sur le plan technique, et là je vais peut-être, convoquer Marc Brice, convoquer entre guillemets, parce que je n'en ai pas le poids, je dis, est-ce qu'il ne pourrait pas jouer un rôle, peut-être dans la solution pourrait venir de lui, dans le sens de l'apaisement. Donc dans le sens où, vous savez, actuellement, c'est très délicat pour lui, pour tout staff. C'est-à-dire, je prépare mon équipe avec Claubert, mais le jour du match, je suis avec Serge. C'est pas sérieux. Votre assistant est dans les gradins. Et voilà, donc c'est pas sérieux ça. Mais oui, pourquoi pas proposer? Voilà, parce que quoi qu'on dise, le staff nommé par la FIFA, par le MINCEP ne sera pas accrédité. La Fédé ne va pas accréditer ce staff. Au moins, il y a peut-être 3 personnes qui sont reconnues. Aussi dit, toi, tu ne t'entraînes pas avec mon équipe. Oui, donc il y a peut-être 3 personnes qui sont en même temps dans les 2 staffs. Donc, elles seront très probablement accréditées. Les autres, ils ne seront pas accrédités. Donc, tu vas préparer ton équipe avec ceci et après, les autres ne vont pas jouer. Donc, moi, à la place de moi, je me dis, pourquoi ne pas s'approcher, par exemple, de son véritable employeur, ce qui devrait peut-être être son employeur, peut-être la Fédé, et peut-être le président, et dire, bon, est-ce qu'il n'y a pas possibilité? Il l'a fait, il a dit que je vais travailler avec les 2 staffs. Mais est-ce que quand même, quand vous comment ça? Il a dit à qui? Il a dit qu'il veut travailler, il peut travailler avec tout le monde, mais il y a un camp qui a refusé. Ça, je cite quelqu'un qui a dit ça, je crois, à Vision 4. Ah, je ne sais pas, moi, j'ai dit, il se le genre pour lui, de se rapprocher au niveau de la Fédé, discuter directement avec le président de la Fédé pour que la Fédé nomme également les autres. C'est-à-dire, ça fera quoi? Un staff de peut-être 12-15 personnes. Ce n'est pas, un trop-plein. Non, c'est pas un trop-plein. Le staff de l'équipe de France, c'est une vingtaine de personnes, par exemple. Et à ce moment-là, lui, en tant que le manager, donc de tout ce staff-là, il va bien donner du travail à chacun pour que les gens... Il y a toujours du travail à faire au sein d'un staff. C'est-à-dire, techniquement, on peut régler ça dans le staff pour que tous ces gars-là puissent... Moi, j'ai constaté dans le... C'est vrai que par la suite, il y a eu... Mais j'ai vu certaines images du match de Garoua où j'ai vu... où Fabrice était en train d'échanger avec le coach Pagou, par exemple. J'ai dit, waouh! Parce qu'il était au banc, tout dit, ouais, mais à Kampala, on n'a pas montré... Il peut y avoir une évolution. Il peut y avoir une évolution, mais pour que, par exemple, au Mambi, il y a qu'il a Achoubé et consort, pour qu'il soit, il faudrait que que la Fédé les nomme également. Et la Fédé a peut-être la possibilité de le faire. Si cela peut aider à ce qu'on sorte de la crise, je dis, il va dire pourquoi pas.
Parce que malheureusement, on s'est trop empêtré dans ces histoires-là et ça a un impact, quoi qu'on dise. Parce que les 4 facteurs majeurs de la performance, c'est technique, tactique, physique et le psychologique et mental. Mais il y a plein d'autres facteurs qui ne sont pas des facteurs directs, mais qui sont comme des facteurs sociologiques, les alliés et tout ce qui se passe, les facteurs directs, tout ce qui se passe autour. Tout cela, ça a un impact sur les performances des joueurs, des joueurs sur le terrain et ça donne une image qui n'est pas très reluisante pour l'équipe. Colbert, vous souhaitez réagir rapidement avant qu'on termine? Je réagis rapidement. Ne nous perdons pas. Et tout ce qu'on dit est vrai, mais ça ne résout pas le fond du problème. Le fond du problème aujourd'hui, il faut clarifier les choses et ne pas apporter des demi-solutions. Il y a aujourd'hui 3 conflits qu'il faut résoudre. Le premier conflit, c'est l'administratif. C'est la première bataille aujourd'hui, l'administratif. Et là, la Fédération camerounaise de football étant l'intermédiaire de la FIFA et de la CAF contrôle le ballon. Ça, vous ne pouvez pas lui enlever ça. Vous ne pouvez pas. Donc, n'importe comment, vous devez, pour les entraîneurs, négocier avec la fédération. Soit frapper fort et leur dire officiellement qu'ils n'ont rien à dire ou faire avec la fédération. Mais vous ne pouvez pas aller avec le statu quo ante. Ça ne peut pas aller. Ça, c'est la première bataille. La seconde bataille, c'est la bataille des joueurs. Vous vous êtes rendu compte que chacun voulait montrer qu'il contrôle les joueurs. C'est regrettable parce qu'aujourd'hui, c'est naturel que quand un sélectionneur convoque les joueurs, que les joueurs suivent leur sélectionneur. Si on se met même à s'interroger sur le fait que les joueurs suivent le sélectionneur, ça poserait un problème. Si vous convoquez des joueurs, vous leur dites « retrouvez-moi à tel endroit », Bilé par exemple, et que les joueurs ne viennent pas à cet endroit-là, c'est un désaveu et le club et le coach doit démissionner. Donc il y a la bataille des joueurs. Aujourd'hui, c'est le ministère des Sports, si on peut appeler comme ça, qui contrôle, non pas que les joueurs ont choisi le ministère des Sports, mais dans la réalité, les joueurs étant avec leur coach étant avec le ministère des Sports, c'est donc le ministère des Sports qui contrôle les joueurs. La troisième bataille, qui est la conséquence de la seconde bataille, c'est la bataille financière. C'est la mère de toutes les batailles. Donc si vous résolvez tous les problèmes et que le problème du coordonnateur général des sélections n'est pas résolu, vous n'aurez rien résolu. Et si vous résolvez donc le problème des joueurs, vous aurez résolu le problème parce que celui qui a les joueurs pendant le stage, c'est normal que c'est lui qui soit en train de diriger. Et le ministère sait donc, et c'est ce que je disais d'entrée de propos, s'est retrouvé aujourd'hui en train de gérer complètement l'équipe nationale. Ça veut dire, par rapport au stage de juin, cette fois, on a encore évolué et vous avez vu que l'agent comptable de la FECAFOOT aujourd'hui a été renommé pour les besoins des 2 matchs par le ministère des Sports et que pour ces 2 matchs-là, c'est le ministère des Sports qui était l'ordonnateur des dépenses. Donc, si même l'agent comptable à régisseur. Si on laisse, pour les 2 matchs, si on laisse cette situation-là perdurer, vous voyez qu'en octobre, ce sera un autre shutdown. Donc, il faut rapidement vraiment aller à la racine, résoudre ce problème. Et je le dis encore, clarification pour que chacun sache ce qu'il a à faire. Et parce la convention, alors, à la fin, personne on laisse la convention ou bien? Oui, mais la convention, c'est un accord parti. On peut s'asseoir et essayer de clarifier les choses. Mais il faut une voix qui a de l'autorité et qui est crainte des 2 parties pour pouvoir imposer une solution aux 2 parties. D'accord. Alors, c'est la fin de l'émission. Serge Zambo, octobre aussi. Non, je dis que pour le moment, personne ne contrôle le ballon. Le match d'hier était supposé être le dernier match avec One All Sport, hein, parce qu'il y a aussi un problème qui va bientôt arriver. Qui sera le nouvel équipementier de l'équipe? Je ne sais pas déjà si la FECAFOOT a lancé un appel d'offres. Bon, parce que je crois que c'est les canons de la chose. Il faut un appel d'offres.
Et je crois que dans les jours qui viennent... C'est ce qu'elle avait annoncé. Bon, c'est ce qu'elle avait annoncé. Dans les jours qui viennent, certainement, on verra l'appel d'offres et les gens vont certainement se bousculer. Mais on a le temps peut-être d'avoir un nouvel équipementier, de produire les équipements et puis de jouer le 7 octobre avec un nouvel équipementier. Ce n'est pas que dans les jours qui viennent que le ministère lance l'appel d'offres. Même à Garoua, nous avons joué avec... Comment ça passe à Garoua, on avait des maillots tous. Mais c'est encore le même équipementier. C'est la fin. C'est la fin de l'émission. C'est une autre actualité qu'on va beaucoup suivre de très près ces jours-ci. Le successeur, la marque qui va succéder à Wando Sport, on attend évidemment de savoir comment ça va se passer. Martin Miletanga, merci. Colbert Yompan, Serge Zambo et puis Ghislain, merci d'être venu débattre avec nous. Merci à toute l'équipe technique réunie autour d'Éric Ngando, amis sportifs. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.